Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre 13e rendez-vous. C'est la nouvelle année. Nous profitons en même temps pour vous dire bonne heureuse année. Que cette année-là soit pleine de succès, de bonté, comme on a l'habitude de dire en Côte d'Ivoire. Et que toutes vos activités soient fructueuses, s'il vous plaît. Et que nous puissions nous retrouver chaque fin de mois pour partager, nous inspirer du parcours des personnalités que nous invitons ici. Pour dire, en 2019, nous avons eu quand même, et par la grâce de Dieu, de recevoir des personnalités qui sont aujourd'hui des références ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Vous avez pu voir éventuellement dans la vidéo toutes ces personnalités-là, notamment Jeanne Sissoko Zézé qui était la première à ouvrir le bal. Et cette année encore, on a la chance d'avoir une femme pour ouvrir le bal de la deuxième saison. La deuxième saison, elle est encore beaucoup plus spéciale parce qu'elle mettra en avant des jeunes qui ont décidé d'entreprendre et qui ont marqué, on dira depuis quelques années, leur empreinte dans la dynamique économique de notre pays et aussi en Afrique. Et j'ai dit spécial parce que c'est ceux qui ont moins de 40 ans, ce qu'on appelle dans le jargon anglophone les under 40. Et nous avons voulu marquer ce moment-là par, on va dire, par la présence aussi d'une personnalité qui était parmi celles que nous avons invitées dans la catégorie, on va dire, de ceux qui sont passés en 2019, notamment M. Gilda Seba, qui est le DGA de Sounou Assurance Vie. Cette personnalité-là, elle est particulière pour nous. Pourquoi? Non seulement elle est dans la catégorie des under 40, mais a occupé des postes de responsabilité, on va dire, de qualité. Et le mettre en avant en tant que parrain était symbolique pour nous. Parce qu'avec son parcours, il pourra davantage encadrer ces under 40 qui seront sur nos différents plateaux et les emmener encore à aller plus loin et devenir, pourquoi pas, comme lui aussi. Tout à l'heure, il prendra la parole et ça sera, bien entendu, sous vos ovations. Nous allons profiter en même temps pour donner la possibilité à des jeunes aussi qui ont démarré et qui sont en train de souffrir parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais quand on dit souffrir, ce n'est pas forcément dans le mauvais sens. Souffrir pour dire que pour aller plus loin, il faut être courageux, il faut batailler, il faut suer. Et permettez-moi d'appeler ici Vanessa, qu'on appelle dans le jargon Aya de Didier Vie. Vanessa, sous vos ovations. Vanessa, merci d'être venue. Si nous avons porté notre choix sur vous, bien entendu, c'est parce que vous êtes une femme dynamique. Et vous avez devant vous ces personnalités-là qui ont envie de savoir ce que vous faites. Pourquoi on vous a choisi? Vous avez la parole. D'accord. Merci Eric. Bonsoir tout le monde. Je suis Aya Djati Vanessa. On m'appelle Aya de Didier Vie. C'est mon nom dans le domaine. Alors j'ai une marque de vêtements et d'accessoires en paille. Donc là je porte une de mes tenues. J'ai même mon agenda et mon porte-monnaie qui sont en paille dans mon sac. Alors j'ai commencé il y a 10 ans, tout doucement, avec de petits trucs que je faisais moi-même, des bijoux et tout. Et puis au fur et à mesure, nous sommes passés aux vêtements. Donc depuis, on dira 2 ans, nous avons des vêtements, pas encore de boutique, on vend exclusivement en ligne, mais on a pas mal de belles choses à proposer. Donc voilà. Vous avez dit, ça fait combien d'années déjà que vous exercez? 10 ans. 10 ans. Et on va dire en termes d'évolution, vous, aujourd'hui, comment vous vous sentez? On va dire que je me sens grandi. D'accord. Voilà. 10 ans, c'est beaucoup d'expérience. On a trimé, on va dire comme ça.
On se fait un nom tout doucement, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on exporte aussi à l'étranger, donc en 10 ans quand même, on a fait un grand pas. Et si vous devez chiffrer votre chiffre d'affaires en 2019? 2019, on va dire 1,2 million. 1,2 million. Voilà. Ça va venir. Tout doucement. On espère que d'ici la fin de l'année, vous passerez à 10 millions, pourquoi pas. Voilà. On espère. Merci encore d'être venu. Et c'est toujours un plaisir pour nous de faire la promotion des jeunes entrepreneurs. C'est très important. On fera autrement cette fois-ci. Je passerai le micro à quelqu'un d'entre vous qui nous dira ce qu'il fait, comment ça se passe en business. Et comme c'est une femme que nous recevons, on va donner encore la possibilité à une autre dame de présenter son business, surtout celle qui a laissé sa carte de visite à la maison. Madame, bonsoir. Vous avez le micro. Venez. Sous vos orations, s'il vous plaît. Il faut l'encourager. Madame, comment vous allez? Je vais bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme Cynthia André. D'accord. Madame Lodillon. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? Je ne connais pas. Ouais. Mais bon, je fais le business. En fait, je fais pas mal de choses. Je suis dans l'immobilier. D'accord. Je suis commerciale. Mais moi-même, j'ai un business. J'ai un magasin que je gère. Et le magasin se trouve où? À l'Angleterre. D'accord. Et précisément à nous, au marché. ok. Donc aujourd'hui, si vous devez estimer le nombre de clients que vous avez dans votre portefeuille, le nombre de clients que vous avez? Le nombre de clients, je dirais... Approximativement. Les clients fidèles, je dirais à peu près 40. D'accord. Et votre chiffre d'affaires? Mon chiffre d'affaires Annuel? Annuel? 2019. Pour 2019, 900 000. 900 000. C'est encouragé, c'est pas facile, hein? Non? Pas du tout facile, avec les charges et tout ça. Oui. Et vous arrivez à vous en sortir? Pas mal, de temps en temps. Et vous avez... Il y a des hauts, il y a des bas. Tout à fait, ça c'est normal. Et vous avez recours aussi au financement, ou bien? Pour l'instant, non, je travaille sur mon propre. Super, bravo. Merci, merci. Merci, il faut les encourager, c'est les femmes. Bon, on va essayer un homme parce que bon, je vois dans les regards, mais ce monsieur il doit être hyper sectaire. Je ne le suis pas. Ne vous inquiétez pas. Monsieur, vous regardez à gauche, c'est vous que je vais choisir. C'est pas grave. Venez. Il dit, je ne suis pas entrepreneur. Il faut savoir que la plateforme du Meetup Business n'est pas exclusivement réservée aux entrepreneurs. Pourquoi? Voici M. Gidas, que nous avons reçu l'année dernière. Il n'est pas entrepreneur, mais il est intrapreneur. Monsieur, vous avez la parole. Merci, donc moi c'est Cyril Baudet. Comme je disais, je ne suis pas entrepreneur. Par contre, je suis associé dans une banque d'affaires ivoirienne qui existe depuis 25 ans. On peut savoir le nom de la banque, s'il vous plaît? Hudson et compagnie. Ce n'est pas du tout connu. D'accord. Donc, on fait du financement d'entreprise, donc plutôt des grandes entreprises, financement soit par la bourse, soit par les levées de fonds privés. Donc, on travaille notamment avec ce nom. Voilà. D'accord. Et vous êtes représenté seulement en Côte d'Ivoire? Dans toute la zone UEMOA. Wow. Applaudissez, s'il vous plaît. Ce que je veux savoir, ça a été créé par des Ivoiriens? Créé et détenu par des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sont forts. C'est bien, c'est bien. Bon, on ne va pas trop prendre votre temps, vu que vous n'êtes pas entrepreneur, mais votre banque d'affaires. Après, comment on fait? On peut passer vous voir, ou bien c'est pour les gens qui sont super riches? C'est ouvert à tout le monde. Ah bon? Madame, vous qui faites 900 000, là, c'est le moment d'aller le voir. On va doubler le chiffre d'affaires. Merci beaucoup, monsieur. Et comme je le disais, la plateforme du Meetup Business est ouverte à tout le monde. D'accord? Nous faisons la promotion des entrepreneurs, des intrapreneurs, des chefs d'entreprise et bien d'autres. Donc c'est une lucarne aussi pour faire la promotion de vos produits. Tout à l'heure, vous allez voir, nous allons mettre en avant une marque qui est ivoirienne et qui est assez représentative ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Alors, notre invité est à côté,
D'accord? Nous allons tout à l'heure la recevoir, mais je me permettrai quand même d'arracher un mot à quelqu'un. Madame, vous étiez tellement concentrée qu'il fallait que je vous appelle. Venez. Mais vous allez nous dire qu'est-ce que vous étiez en train d'écouter. Hein? Ah non, je vous écoutais. Ah, super. Allez-y. Vous êtes à la barre. Vous allez nous jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est votre première fois au Meetup Business? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, j'ai vu sur Internet j'ai vu un peu ce que vous faites et j'ai entendu parler par l'intermédiaire d'un de vos invités et j'ai voulu venir comme ça, voilà, participer et puis voir un peu. Ok. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Je suis Madame Connie Balouan, je suis ingénieure de travaux publics. Et je travaille au ministère des Transports à la Société ivoirienne du patrimoine ferroviaire. Mais pourquoi vous êtes écrit comme ça? Une femme qui est ingénieure des travaux, vous avez dit? Travaux publics, mais expert ferroviaire maintenant. Vous avez compris. Donc, quand vous êtes experte ferroviaire, on entend depuis un bon moment affaire de train qui va passer en Côte d'Ivoire. C'est comment? Vous pouvez nous expliquer un peu? Très rapidement, en 1 minute, parce que je ne suis pas là au nom du ministère des Transports, mais effectivement, je suis membre de la cellule de coordination du projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Donc, c'est un projet qui est en cours de démarrage et qui vise à construire un métro pour desservir la zone du nord au sud, donc en partant d'Anyama jusqu'à Port-Boué. Nous avons démarré les travaux depuis l'année dernière. Merci de l'applaudir. Permettez-moi d'aller chercher notre invitée, c'est pour elle que nous sommes là. Et avant son intervention, vous aurez aussi l'intervention de la personne idéale qui est le parrain. A tout de suite. Merci. Madame, prenez place, s'il vous plaît. Merci. Je suis quand même chanceux, hein? Vous pouvez vous asseoir. La catégorie des Under 40. Il reste un an. Donc, on est dedans. Et il était important pour nous de démontrer que les femmes étaient capables de démontrer aux autres qu'elles avaient le pouvoir. Mais pas le pouvoir dans l'autre sens, mais le pouvoir pour aller de l'avant. Construire un business, le développer, le maintenir et faire en sorte que ça puisse créer de l'emploi aussi aux autres. Et si je ne me trompe, dans votre entreprise, il n'y a que des femmes. Bon, on reviendra. Nous allons l'inviter sous vos ovations aussi à prendre la parole. Il sera au pupitre. Il sera au pupitre. Merci beaucoup, Eric. Chère Laetitia, bienvenue. J'ai le plaisir de te dire bienvenue pour une fois. D'habitude, c'est toi qui souhaites la bienvenue aux autres, avec tes talents d'organisatrice. Alors, 2-3 choses rapidement peut-être déjà pour me présenter un peu plus. Donc, je suis Gildas Douma, directeur général adjoint de Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire. J'entendais madame tout à l'heure dire que ça fait 10 ans qu'elle a lancé son business, ça fait à peu près 15 ans que j'exerce dans un groupe qui est le groupe Suno, qui est un groupe d'assurance qui on peut considérer est un grand groupe panafricain. Eric parle beaucoup d'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Suno, c'est le résultat du travail d'un entrepreneur. Le fondateur, M. Dion, comme vous entendez, c'est un Sénégalais, qui a décidé d'entreprendre, peut-être pas au même âge que d'autres ici dans la salle, il a décidé d'entreprendre à 57 ans. Exactement. Il a décidé d'entreprendre à 57 ans, il y a 20 ans maintenant, avec une petite idée, construire un groupe d'assurance. Il pensait avoir 5-6 sociétés et les développer, et puis finalement aujourd'hui, 20 ans après,
Il a 26 sociétés qui sont dans 16 pays, sur plusieurs métiers. Le message important là-dedans, c'est que l'entrepreneuriat déjà n'a pas forcément d'âge, parce que très souvent on pense que pour entreprendre, il faut être jeune. Je vous disais, il avait 57 ans quand il a entrepris. Et ensuite, l'entrepreneuriat, parfois on a une vision au départ, et puis finalement il se passe tout autre chose. Il pensait avoir 5-6 sociétés, aujourd'hui il en a 26. Il a près de 3000 collaborateurs. Voilà, donc c'est plutôt une belle réussite entrepreneuriale. C'est un groupe d'assurance aujourd'hui de référence. Nous, Assurance Vie en Côte d'Ivoire, dont je suis DGA, c'est la deuxième société d'assurance du marché ivoirien et d'Afrique francophone. La première en assurance vie, donc nous sommes à peu près 150 collaborateurs. Et on a la chance de bien se porter. Ça, c'était juste pour rapidement les présentations de moi et un peu d'où je viens. Et maintenant, je vais me permettre deux choses. D'abord, de corriger un petit point, Eric, si tu me le permets. C'est que c'est difficile d'avoir la prétention d'être le parrain d'une catégorie. Vous allez voir, ceux qui viendront toute l'année à ces meet-up-là. Je pense que les jeunes de moins de 40 ans, même si on ne se sent plus tout aussi jeune, n'est-ce pas, Laetitia, les jeunes de moins de 40 ans, vous allez voir en Côte d'Ivoire et au-delà, on va peut-être pas en avoir partout en Afrique, mais rien qu'en Côte d'Ivoire, je pense que vous seriez surpris de voir l'aréopage de jeunes de 40 ans qui sont soit des entrepreneurs comme peut l'être Laetitia, ou des intrapreneurs comme l'a dit Eric tout à l'heure, donc des jeunes avec des fonctions importantes dans des sociétés. Vous seriez très très surpris. Je vous prends un exemple à Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire. On a un comité de direction de 15. Je pense que sur les 15, il y en a bien 12 qui ont moins de 40 ans. Donc ça montre que voilà, il y a des capacités chez les jeunes de moins de 40 ans. Ensuite, deuxième chose que je vais peut-être pas corriger, mais sur lequel et on en a déjà discuté une fois l'année dernière, c'est sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile. On en parle beaucoup sur le continent, dans nos pays, on en parle beaucoup, et on voit l'entrepreneuriat comme la panacée pour pouvoir finalement avoir une carrière, se développer, etc. Vous le disiez tout à l'heure, si je peux me permettre encore, 10 ans c'est long, 10 ans c'est dur, et il ne faut pas s'y tromper. L'entrepreneuriat c'est quelque chose de très 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 dur. Il y a énormément d'appelés et assez peu d'élus. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence potentiellement chez les élus? Mais ce qu'on va dire là pour les élus entrepreneurs est la même chose pour les élus entre guillemets de moins de 40 ans dans les entreprises. C'est que la première chose, et je vais paraphraser un moins jeune mais qui reste quand même jeune et qui a un grand frère qui est un modèle d'entrepreneur pour nous tous, qui est Jean-Luc Conan. Vous connaissez tous, je pense, Jean-Luc. Et Jean-Luc, il y a quelques années, il faisait une conférence TEDx ici. Et il disait, quand on veut entreprendre, la première chose qu'il faut faire, c'est entreprendre dans quelque chose qu'on connaît. Autrement dit, si je suis banquier, que je veux entreprendre dans la logistique, normalement je suis un peu mal parti. Pour une raison très simple. C'est que j'ai une expertise. À un moment donné, entreprendre, c'est mettre en avant, c'est valoriser une expertise un peu forte. Ça, c'est la première chose. Or, souvent, on a tendance à penser qu'on peut entreprendre dans tout de suite. Non. L'entreprise, c'est déjà une expertise. Je parlais de M. Dion tout à l'heure. Il a entrepris à 57 ans, après une carrière de 30 ans dans l'assurance. Donc c'est quelque chose qu'il maîtrise et on voit le succès que ça représente. Donc, c'est de l'expertise. Mais l'expertise, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Je taquinais un peu Laetitia tout à l'heure quand elle descendait de la voiture, on s'est croisés en bas. Elle est fraîche, elle est magnifique, mais elle est un peu fatiguée quand même. Donc elle s'est mise toute seule. C'est énormément de travail. Vous pouvez voir beaucoup de jeunes entrepreneurs, intrapreneurs, dirigeants qui ont l'air toujours frais, fringants, etc. Détrompez-vous, ce sont des machines de travail. Premièrement. Deuxièmement, c'est de la persévérance. Ce sont des gens qui sont tombés. Laetitia vous partagera son expérience. Je pense que tout entrepreneur, tout dirigeant, tout haut cadre est tombé souvent même plus d'une fois. Mais à chaque fois que ces gens sont tombés, ils se sont relevés. Et ils se sont relevés parce qu'ils ont une persévérance sans doute un peu au-delà de la moyenne. L'autre élément important, c'est la passion. Je pense qu'entreprendre pour des raisons financières, pour se dire tiens, je veux gagner de l'argent, en règle générale, ça va
pas très très loin. Il faut quelque chose d'un peu supérieur à l'envie de gagner de l'argent. Et c'est pareil quand on est en entreprise. Si on vient au boulot tous les matins pour se dire je veux toucher mon salaire, on ne progressera pas en réalité. Donc il faut quelque chose d'un peu plus grand. Et ça ne peut être tiré que par la passion en réalité. Et le dernier élément, et je m'arrêterai là, c'est quelque chose dont on en entend beaucoup parler, et je veux juste vous rassurer sur une chose, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'améliore au quotidien. Entreprendre, on peut commencer seul, et puis au bout d'un moment, on se retrouve à avoir des collaborateurs, etc. etc. Et il faut leur transmettre quelque chose, il faut leur donner envie de travailler avec eux. On a des clients, il faut donner aux clients envie de venir vers vous, etc. Et c'est la même chose quand on est en entreprise. Et cette caractéristique-là, ça s'appelle le leadership. Et c'est quelque chose que tout le monde peut travailler. Je souriais tout à l'heure, parce que je vois un peu comment les uns les autres se positionnent quand ils doivent s'exprimer à un pupitre. Et je me moquais doucement d'Eric. Eric est entrepreneur, n'est-ce pas? Tous les mois, il vient devant des gens, parfois il ne les connaît même pas, il prend le micro, il fait des blagues, etc. Et tout à l'heure, désolé de te faire ça, mais ça m'amuse aussi un peu. Tout à l'heure, quand il a commencé à parler, il tremblait un tout petit peu. Vous savez ce qu'il avait? Il avait le trac. Il avait le trac, et pourtant il fait ça tous les mois. Vous voyez? T'applaudissez pas. Mais ça c'est la preuve qu'à chaque fois, il se remet en question. À chaque fois, il donne de lui, il donne de sa personne. C'est pas quelque chose qu'il fait de manière mécanique. Et ça fait partie, à mon avis, des critères qu'il faut avoir chez les entrepreneurs. Voilà un peu les quelques mots que je voulais vous partager. Et par rapport à cette catégorie dont tu me fais l'honneur d'être le parrain, très modestement, je ne pense pas pouvoir être le parrain de ces personnes d'immense qualité. Mais une chose est sûre, c'est que je vais prendre beaucoup de plaisir à venir partager un moment avec eux, parce que dans nos différentes occupations, c'est assez rare finalement qu'on ait le temps de soit échanger, prendre un verre. Merci beaucoup. Et Laetitia, quand même une petite anecdote sur Laetitia, c'est quand même elle qu'on reçoit aujourd'hui. C'est important, parce qu'on se connaît depuis 1 an et demi, je crois, à peu près. Et on s'est croisés, je veux pas, tu en diras un peu plus tout à l'heure, pour vous dire à quel point la notion de travail est fondamentale. Laetitia fait partie des 100 jeunes en dessous de 40 ans qui sont sélectionnés chaque année par un institut qui s'appelle l'Institut Choiseul, qui est un institut de référence en France et dans le monde et en Afrique en particulier. Et je crois qu'il y a 1 an et demi, tu étais en charge d'organiser en fait l'événement Choiseul à Abidjan. Il y a 2 ans. En charge d'organiser l'événement Choiseul à Abidjan. Imaginez-vous un événement de ce type-là, donc il y a les pouvoirs publics qui sont impliqués, il y a énormément de chefs d'entreprise, vous avez des jeunes venus de France, d'autres pays, etc., qui sont absolument brillants avec des carrières exceptionnelles, donc des gens très exigeants. Et il faut leur donner quelque chose à faire pendant 3-4 jours, je ne sais plus, il faut qu'il y ait un rythme, il faut que ce soit riche, il faut que ce soit intéressant. Et ce qui m'a marqué en fait chez Laetitia pendant cette période-là, c'est précisément tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que, toujours impeccable, mais je crois qu'elle devait tourner à 1 heure de sommeil ou 2 par nuit, ou quelque chose comme ça, ou peut-être même 0 d'ailleurs. Voilà, donc quelque chose comme ça, parce qu'il fallait travailler en fait. C'était énormément de boulot que de recevoir des centaines de personnes, que d'organiser tout ce qui allait aller autour de l'activité de ces centaines de personnes, tout en étant soi-même concerné en fait au premier chef par ce qui allait se passer. Et j'ai trouvé ça vraiment admirable. Et par la suite, on a eu l'occasion d'échanger. Et oui, je pense qu'une des caractéristiques que je trouve formidable chez Laetitia, c'est qu'elle garde son sourire, elle est toujours extrêmement avenante, mais c'est une machine de travail. Donc on va lui passer la parole et je vous remercie de bien vouloir. Merci infiniment, Monsieur Zouba. C'est pauvre. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il m'a un peu charité, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'ai tremblé. Hein. Ouais. Mais c'est pas. Et vous représentez pour nous une icône. Nous sommes tous dans la même catégorie. Hein. Moi, j'ai même pas encore 30 ans. Donc, je suis tellement content de vous avoir en face de moi, parce que je sais que je vais beaucoup apprendre. Les gens commencent à tirer les yeux,
Mais rassurez-vous, je n'ai pas fait sortir ma pièce d'identité. Voilà. Donc, aujourd'hui, il s'agit de parler de vous, parler de votre parcours, de nous parler de vos succès, vos échecs, bien entendu, et aussi de votre vision de l'entrepreneuriat. Donc, nous allons démarrer par votre parcours. Dites-nous, c'est vrai que vous ne voulez plus qu'on parle de l'épisode, mais bon, c'est sûr qu'on va revenir. Alors, et ça fait partie de votre parcours. Donc, vous avez la parole. Déjà, bonsoir à tous. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup en tout cas, Eric, pour l'invitation. Parler de son parcours, c'est toujours un peu délicat, parce qu'on a l'impression on se connaît soi-même, mais après, partager avec les autres ou le rendre bien n'est jamais une chose aisée. Bon, ok, d'accord, on va parler de Miss Côte d'Ivoire. Donc on va commencer mon parcours à partir de Miss Côte d'Ivoire, c'était plus simple. Donc c'est rapide, bon, j'ai combien de temps pour parler du parcours en question, comme ça je vais synthétiser. Pour moi ça. On a tout le temps. Alors, comment j'ai commencé? On va dire qu'après Miss Côte d'Ivoire, c'est l'année de mon bac. Donc, je voulais absolument rentrer à l'INSEP à cause simplement de l'image qu'on avait des Miss. Donc, je me suis dit, non, il faut absolument que je rentre en plus dans une bonne école. Et puis, j'ai ma mère qui est du corps professoral. Et je voulais faire du marketing, que du marketing. Et seulement au moment où on passait les examens à l'ESCA, on s'est trompé sur les dates et je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Donc, on me dit non, après il y a de la place en expertise comptabilité, mais sur l'étude de dossier, donc on donne les dossiers, et bon, je viens de Sainte-Marie, donc ça passe et je suis prise, et je commence donc à l'INSET en expertise comptabilité. La compta et moi, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense qu'aujourd'hui ça m'aide dans la gestion de mes entreprises. Donc je suis restée 1 an parce que c'était obligatoire de rester donc, en Côte d'Ivoire pour le mandat. Et une fois terminé, l'INSET à l'époque ne préparait pas au 3e cycle donc, de l'expertise. Donc c'était plus simple pour moi de partir donc, pour le 2e cycle. Donc je l'ai fait à Angers. J'ai fini mon parcours, j'ai eu un DESCF, qui est le niveau avant de faire son stage. Donc quand vous avez votre DESCF, vous êtes expert comptable stagiaire, vous commencez en fait votre stage en cabinet. Sauf que franchement, aller compter les chiffres tous les matins, les bilans, les machins, enfin, tout ça commence à m'énerver un petit peu et c'est pas du tout ma passion. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je fais beaucoup de choses également par opportunité. Parce que pendant mes études, j'ai eu la chance de rencontrer, parce que j'ai quand même trimé, je viens d'une famille très modeste. J'ai toujours choisi une certaine ligne de conduite, donc j'ai travaillé pour payer mes études, je faisais du télémarketing, j'ai travaillé dans des restaurants, j'ai fait plein de choses pour pouvoir payer mes études. Et donc du coup, pendant toute cette période-là, j'avais fait un petit peu de mannequinat aussi, qui me permettait justement d'avoir un petit peu d'argent de poche. Et puis j'ai rencontré donc des amis qui avaient un beau projet, qui elle était à l'ESCA, et qui avaient un projet en fait de faire un tour du monde de la paix. Donc, et l'objectif, donc on a monté une association qui devait donc aider des femmes à se réinsérer dans la société au moyen de la couture. Donc on a choisi 8 associations, une en Tanzanie, une au Bénin, une à Katmandou, un peu partout sur le continent. Et le principe en fait de cette association, on a fait un tour du monde de la paix. Donc 40 pays sur les 5 continents, pour essayer de récolter des robes qui symbolisaient un petit peu la paix, que nous avons mis en spectacle, présenté à l'ONU, devant Kofi Annan, ainsi de suite. Et c'est à l'occasion de toutes ces expériences que je me rends compte que je vis à Angers, je suis à l'ouest, à côté il y a Nantes, il y a des grandes villes, il y a Cholet, Rennes, mais à chaque fois qu'on parle d'événementiel, on est obligé d'aller chercher des agences à Paris. Une seule qui se bat, 2 agences qui se battaient un peu en duel entre Rennes et Nantes, et rien du tout sur Angers. Donc je commence à me dire, mais cette association-là m'a permis donc d'avoir des relations. C'est vrai que je continue quand même à travailler à côté, entre mes stages en cabinet, entre mes petits boulots de télémarketing, et je me dis, mais déjà j'étais mal conseillée à l'époque, donc c'est important quand même pour les jeunes d'avoir des bonnes personnes qui les conseillent, parce que pour moi, après mon DESCF, si je voulais aller faire un MBA ou un master en marketing, il fallait absolument que je recommence à zéro. Incroyable, j'ai changé depuis, je suis devenue un peu plus intelligente. Mais du coup, je suis allée faire 1 an de Sciences Po, par exemple, je suis allée passer un diplôme de sciences politiques et relations internationales, et pendant tout ce temps, je continuais à m'ennuyer.
Donc quand j'ai vu l'opportunité de cette agence, à un moment je me suis dit, mais attends, voilà une bonne opportunité, tu as toujours aimé ça. Il faut dire en plus que moi j'ai déjà un parcours sur tout ce qui était Junior Achievement que j'ai fait pendant mes études Sainte-Marie. Donc j'avais déjà remporté des prix également. Donc du coup je me dis, mais ce serait bien de créer cette entreprise-là, mais sauf que on ne crée pas une entreprise pour créer une entreprise. Donc je me suis dit, on va considérer que je ne connais absolument rien. Ça m'a pris 1 an. J'ai pris 1 an en considérant que je ne connaissais rien du tout. Parce que l'expertise comptabilité, c'est une chose, mais après, aller faire une étude de marché, je ne sais pas comment on fait. Aller démarcher des clients, je ne sais absolument pas comment on fait. Donc j'ai pris 1 an. Internet était mon meilleur ami. J'ai tout vu. Tout ce qu'on pouvait lire sur c'était apce.fr, ce sont les fiches métiers qui vous apprennent un petit peu l'univers de l'événementiel, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut présenter un devis. Je suis repartie en France, ils ont un système de boutiques de gestion qui sont là pour accompagner des jeunes entrepreneurs. Je suis repartie en formation. J'ai payé toutes les formations possibles et inimaginables. J'ai continué à faire tous les petits boulots possibles et inimaginables parce que j'avais besoin de payer cette formation-là en chambre de commerce, parce que eux aussi en chambre de commerce on vous donne des formations. Donc j'ai appris ce que c'est qu'une étude de marché, ce que c'est le b.a.-ba du marketing, ce que c'est que d'aller démarcher des clients. Et puis pendant mon apprentissage ou cette formation-là, quelqu'un me dit, un des accompagnateurs me dit, mais vous savez que dans votre étude de marché, vous devez absolument aller regarder quels sont les clients qui seraient prêts à travailler avec eux. Première chose, je suis à l'ocul. Je suis noire, on ne me connaît pas, il n'y a pas Miss Côte d'Ivoire à manger. Je me suis dit, on est déjà né, Laetitia, rien ne peut arriver. J'ai pris mon téléphone, j'ai recensé d'abord, comme je maîtrisais Internet maintenant, j'ai pris mon téléphone, mon ordinateur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé pendant toutes les 3 dernières années quels avaient été tous les événements qui avaient été organisés dans le Grand Ouest et qui les avait organisés. Première chose. Ça m'a permis d'identifier les clients potentiels. J'ai pris mon téléphone, je suis à l'oculo. Bonjour, je m'appelle Laetitia Mchou, je suis en train de faire une étude marché pour une agence événementielle. Est-ce que si vous organisez un événement, vous serez prêt à travailler avec moi? Point. 98% des entreprises nous ont dit oui, pourquoi pas. J'ai décroché mon premier contrat Ford. C'était en 2003. Je ne connaissais personne, je ne suis pas la fille d'eux, je n'ai pas de relation, je ne connais rien. Donc c'est comme ça que je crée mon entreprise, en fait en 2004, j'ai 24 ans. Et mon premier contrat, c'était un contrat Ford d'un roadshow sur 5 villes simultanées. Après ça, j'ai eu Opel, j'ai eu Nissan, j'ai eu des contrats à l'année avec Géant, Carrefour. Et comme je vous dis, je ne connaissais personne. Donc j'ai pu monter, tout cet accompagnement dont j'ai bénéficié m'a permis justement de gérer une équipe permanente d'à peu près une quinzaine de personnes et d'avoir une équipe tournante de 140 personnes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, en saisissant simplement une opportunité, en me disant il faut travailler. Et l'avantage, c'est qu'on était dans un pays quand même où vous pouvez créer votre entreprise et être à la maison. Donc je dormais en entreprise, je vivais en entreprise, je buvais elle et des choses. La seule coupure que je faisais, c'est que je partais au cinéma. Donc à 19h, j'attends, il y avait une séance à 19h30, je me dis, c'est comme si j'avais quitté mon bureau pour revenir, et après j'ai pris des bureaux, et ainsi de suite. Donc voilà comment je commence à mettre le pied un petit peu dans l'entrepreneuriat. Et quand vous finissez cette partie, vous revenez en Côte d'Ivoire. C'était un concours de circonstances, parce que pendant longtemps, j'ai toujours été attirée par la cause des enfants, et je nourrissais justement un projet, parce qu'après, une fois qu'on a eu, avec mes amis de l'époque, on est toujours amis de Mots Sans Frontières, une fois que nous avons, on avait atteint dans les objectifs de l'association, il fallait fermer l'association. Donc une fois qu'on avait fermé, je me suis dit, mais ce serait bien de continuer quand même dans le milieu humanitaire, donc j'ai monté un projet d'ONG ici, donc avec un grand frère qui est neurochirurgien pour gérer les enfants hydrocéphales. Et on devait venir pour le lancement de l'ONG en 2006. Donc on organisait un gala ici qui s'appelait également La paix à travers la nôtre. Et j'ai fait venir mes copines, on a fait défiler des anciennes Miss Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Sauf que quand je viens, je perds mes papiers. Je n'étais pas française, donc j'ai jamais demandé la nationalité française, mais je perds ma carte de séjour. Ça m'a pris 4 mois. Entre la préfecture d'Angers qui renvoie la balle à l'ambassade de France, qui renvoie la balle, l'administration française et tous les tracas, et puis ma mère qui me dit peut-être que c'est un signe de Dieu. Peut-être que tu viens t'installer. J'ai aucune envie de venir m'installer, je me dis j'ai pas fini d'apprendre, et puis en plus je pense que non, j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai mon entreprise qui est là-bas. Et puis au fil du temps, Abidjan est tout en fait. Donc je me dis, bon,
c'est pas mal, donc peut-être qu'il faut que je vienne. Et donc je décide que bon, ce serait bien de créer une autre version, une filiale par exemple, ou une autre agence Hélène Show ici. Puis c'est là que tout le monde me fait asseoir pour dire, on va t'expliquer comment ça marche. En Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Tout ton bavardage, ton chocolat que tu fais avec lui, à Abidjan, en France et tout, c'est pas la même chose. Ici, on te connaît pas. On ne te connaît qu'en tant que Miss Côte d'Ivoire. Et Miss Côte d'Ivoire, c'est pas un métier, ma fille. C'est ma mère qui me dit, ce serait bien si tu veux vraiment venir. Moi qui dis, non mais qu'est-ce que tu racontes? Moi en France, je connaissais personne, j'ai créé une entreprise, j'ai des contrats à l'année, j'ai fait un beau chiffre d'affaires, j'arrive à me payer un bon salaire, je sais pas de quoi tu parles, enfin genre. Mais dans la vie, c'est assez bien d'écouter quand même ses parents, même si souvent les gens ont tendance à vous décourager, mais c'est quand même bien. Et que j'ai eu la chance également d'avoir un genre de mentor que je connais depuis justement l'âge de 15 ans, qui est Fabrice Savignon, et qui m'a dit, est-ce que tu as écrit ton projet professionnel? Je lui ai dit oui. Donc il dit non, t'as pas encore bien écrit. Est-ce que tu as écrit ton projet? Parce que nous, on sait que tu aimes bien l'entrepreneuriat, que tu n'aimes que ça, mais est-ce que tu l'as écrit? Donc c'est comme ça que j'ai écrit mon projet. Je sais où je vais. Je me dis, moi, Laetitia Njo, avec la volonté de Dieu, voilà où je dois arriver. Donc mon projet professionnel, il est connu. Mais simplement, je me suis dit effectivement, quand j'arrive ici, que j'essaie de démarcher les gens, je vois que les réalités sont différentes. Donc je vends mon entreprise et je recommence à venir travailler ici. Et ça vous demande une dose d'humilité. Parce que si vous avez eu l'habitude justement, quand vous avez créé votre entreprise, d'embaucher des gens, revenir travailler pour des gens où quand vous lisez plein de fautes d'orthographe, tout ça, ça vous demande quand même un brin d'humilité. Et c'est ce que j'ai fait. Et il m'a donné ma chance en me disant, écoute, j'ai un très bon projet ici. Ce serait bien que tu intègres par exemple l'agence, que tu regardes. Honnêtement, il m'a fallu un bon mois pour digérer un peu parce que j'avais l'impression que c'était un échec, parce que c'est comme si j'abandonne quelque chose que j'ai construit avec mes tripes, j'en ai souffert, j'en ai bavé, et de tout lâcher pour venir travailler pour gagner un salaire qui était même 10% de ce que je gagnais à l'époque. C'était un peu compliqué, c'était dur. Ça m'a pris 10 ans. Oui, 10 ans pour apprendre à maîtriser l'environnement ivoirien. Pourquoi? Parce que quand j'ai travaillé justement avec Vodou, en lançant justement tout ce qui était Club Tycoon, ça me permettait de me frotter à d'autres jeunes cadres, à des cadres pour comprendre un petit peu quels étaient leurs besoins. Parce que finalement, on ne crée pas une entreprise pour se faire plaisir. Il y a deux raisons pour lesquelles vous créez une entreprise. Au-delà du fait, comme il disait justement Gildas, que vous apportez votre expertise. Vous créez une entreprise parce que premièrement, vous avez identifié un besoin auquel vous allez répondre. Le besoin, il est clair. Vous savez que vous êtes capable de répondre à ce besoin-là. Vous créez votre entreprise. La deuxième chose, il y a un besoin qui existe sur le produit existant. Vous savez que vous apportez de l'innovation. À ce moment-là, vous créez votre entreprise. Mais une agence de communication, une agence événementielle, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Heureusement. Donc du coup, j'ai commencé à Vodou. Après Vodou, j'ai été débauchée, je suis partie comme directrice commerciale et marketing dans une autre entreprise. Après, j'ai été débauchée encore par Côte-Ouest. Et donc j'ai gravi les échelons pour finir directrice Afrique francophone et quelques pays anglophones, donc j'avais en charge 26 pays. Mais pendant ces 10 ans, attention, je créais des entreprises quand même toujours par opportunité. Je suis avec une amie qui est sénégalaise américaine. À chaque fois quand les gens nous sollicitent pour quelque chose, pour un besoin, pour un service, Laetitia, tu connais pas un tel, je me suis dit, mais attends, je peux monnayer ce business. Je suis allée réfléchir, je me suis dit, mais attends, en France, ça s'appelle de la conciergerie, je ne sais pas de quoi on parle. À l'époque, on avait de la conciergerie pour les téléphones Vertu, par exemple. Donc j'ai refait un petit peu, oublier les business plans, c'est pas pour tout le monde faire les business plans. J'ai calculé vite fait en me disant, bon, si les gens me payent un abonnement de temps, ça peut me rapporter un peu d'argent. Ah, j'ai regardé, est-ce que c'est en adéquation ou est-ce que c'est en opposition avec les activités de mon entreprise? Est-ce que je ne suis pas concurrente à mon entreprise? Ce n'était pas le cas. J'ai créé ma conciergerie, on était en 2009. Je n'étais pas encore rentrée en entreprise. Je continue. J'ai une petite question. Oui. Je ne vous coupe pas la parole. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu éparpillé quand vous êtes à un poste et que vous créez ici, vous créez là-bas et tout? Non. La seule et bonne raison que je suis ma passion, première chose, c'est que je ne suis pas. Je n'arrête pas de travailler pour mon employeur. Je suis un employé modèle. Excusez-moi de me lancer des fleurs, il n'y en a pas beaucoup là, mais bon. Je peux vous confirmer que quand je travaille pour quelqu'un,
ou en tout cas toutes les fois où j'ai travaillé pour quelqu'un, il ne peut pas venir dire Laetitia, elle donnait des arrêts maladie, c'est pas moi. On ne pourra jamais venir dire Laetitia, elle ne rendait pas son travail à temps, c'est pas moi. En général, je finis tôt. Vous pouvez me donner un objectif, vous me dites j'ai 1 mois pour le réaliser, je vais le faire en 1 semaine, puis j'attends un peu, je me dis bon, si je le donne trop tôt, il va se dire que pour la tira. Donc du coup, j'attends un peu, 2 semaines et demie, et puis on donne. Donc non, je ne veux pas dire que je suis éparpillée, parce que j'ai toujours su où je partais. Vous êtes éparpillé quand vous créez beaucoup de choses et que vous ne savez pas où vous partez, vous ne savez pas à quoi vous conduise tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, je crée ça quand je suis, par exemple, pendant que je suis chez le distributeur où je suis directrice générale. À un moment donné, un jour, je me lève et je dis à mon mari, tu sais quoi, j'en ai marre que les filles là, nous demandent à chaque fois la monnaie, moi je vais gagner 10 000 francs par jour. C'est comme ça que je crée Sandwich & Co. Pourquoi? Parce que je me dis en fait, Sandwich & Co, en fait, vous vous demandez, c'est une sandwicherie mobile. Je me suis levée, je me suis dit, j'en ai marre de manger des tickets poisson, je me dis, c'est trop lourd. Normalement, on mange sur le pouce, vous n'avez pas le temps, vous prenez une petite salade, un petit pain. J'ai fait ça en 3 semaines, j'ai pris une date, je me suis dit, le 18, tiens, ça me rappelle Miss Côte d'Ivoire, c'était mon numéro. Donc je dis, on lance ça le 18 février, on est le 29 janvier, j'ai 3 semaines pour créer l'entreprise, j'ai créé l'entreprise pour distribuer mes pains pour gagner 10 000 francs par jour. Ce qui me motive en réalité, ce n'est pas, c'est une histoire, il n'y a pas d'échec, puisque la preuve, comme je vous ai dit, j'ai arrêté mon entreprise, donc ça m'a demandé une deuxième unité, j'ai sauté même une étape du parcours parce que LN Show de France, je l'ai créé en Côte d'Ivoire. J'ai souffert également de ce qu'on appelle le comptable aussi qui part avec votre argent. J'ai connu toutes ces déconvenues quand vous donnez la gestion de vos entreprises à quelqu'un d'autre qui ne partage pas la même vision que vous. Pour eux, simplement travailler, c'est alimentaire. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir un besoin alimentaire, c'est le principe du travail. Mais simplement, c'est normal que ces personnes-là ne partagent peut-être pas la même vision que vous. Donc créer une entreprise et puis la laisser, ou créer son bébé, puis le laisser gérer par quelqu'un d'autre qui ne partage peut-être pas les mêmes valeurs que vous, c'est la meilleure façon en tout cas de se planter. Donc c'est comme ça que je lance Sandwich & Co. Donc entre-temps j'ai la conciergerie, j'avais déjà lancé également la régie, et puis je décide que bon, j'en ai un peu marre j'ai besoin de revenir à mes premières années. Je crois que Abidjan, là je connais maintenant. Donc c'est bon, je pense que je peux. 10 ans c'est quand même beaucoup, donc je me dis bon ce serait bien quand même qu'on refasse autre chose, et puis je ressens surtout le besoin d'accompagner des entreprises, des entrepreneurs dans la conception de leur entreprise, dans la gestion de leur entreprise. Parce que comme je dis, beaucoup de gens, quand on regarde, même les clients que j'accompagne, on confond chiffre d'affaires et bénéfices. Dès que vous avez un gros marché, vous commencez à vous acheter le dernier Range Rover, votre entreprise n'est pas viable. Les jeunes, par exemple, ont de très belles idées, ont envie de créer, mais à un moment donné, dès qu'il y a un petit marché, la situation, le niveau de vie change. Mais votre entreprise ne pourra jamais être pérenne. Donc du coup, c'est comme ça que je décide de repartir à l'école. Encore une fois, pendant où je fais donc un cycle de Paris seulement pour aller à un pays pour l'ESE Barcelone avec M2E ici. Et pendant 1 an, donc ça me permet de me réouvrir un petit peu mon esprit et puis de me frotter également à d'autres chefs d'entreprise. Cette fois-ci, j'étais la plus jeune de ma promo. Au-dessus, j'en avais 35, au-dessus, ils avaient 45 minimum. Mais ça me permettait surtout d'avoir une autre expérience et un autre partage de ces chefs d'entreprise-là. Donc, je décide de démissionner pour une meilleure, on va dire, coordination de mes activités, puis de reprendre en main, finalement, l'ensemble de mes entreprises. Donc, c'est comme ça que je monte le groupe. Et qu'au fur et à mesure, encore une fois, toujours par opportunité, tout le monde savait que j'avais grossi, n'est-ce pas? Il paraît que j'ai toujours grossi, c'est pas grave, on parlera pas de ce sujet-là. Mais c'était que j'ai eu un parcours, par exemple, une expérience en essayant de maigrir, un parcours du combattant entre les hauts et les bas, entre la maladie, parce que les gens ne savent jamais ce qui vous arrive. Et c'est comme ça que je décide de lancer, par exemple, Diet & Co. Pour aider, en fait, un magazine, donc pour aider sur tout ce qui est Healthy Way of Life, aider un peu les gens, comment maigrir, comment... Donc, encore une fois, comme je le dis, c'est toujours par opportunité. On identifie un besoin, je me dis, ça va nous coûter combien? Par contre, j'ai pas peur de me planter. Ça c'est un truc, c'est que je n'ai jamais eu peur de me planter. Si je me suis plantée, j'ai appris. Vous avez combien d'entreprises aujourd'hui? Officiellement, 5 plus le groupe, ça fera 6. Non, officiellement. Et combien d'employés? On navigue à peu près à une vingtaine, trentaine fixe, et puis après, on regarde. Et vous arrivez à gérer tout ça? C'est une question d'organisation et de... C'est comment vous êtes organisé. Vous ne pouvez pas... Je ne sais pas quoi dire d'autre à part
Ça demande une bonne organisation. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Et quand vous travaillez avec des gens, vous devez leur montrer l'exemple. Moi, mes équipes, j'en ai quelques-unes ici. Elles savent que quand on est sur, par exemple, un événement ou un projet, je suis la dernière à partir, je suis la première à être là. Donc, est-ce que vous allez venir me dire, bon, justifie que vous n'êtes pas là? Donc, on est obligé de travailler ensemble. Voilà. Merci de l'applaudir. En fait, je suis moi-même ébahi tout de suite par son parcours. Désolé. Je suis moi-même surpris de voir que son parcours est en train de m'inspirer. Et je pense que je ne veux pas négliger les petites choses auxquelles je pense souvent quand on me parle. Et puis je dis, mais ça, je peux développer comme business. Je vais essayer de m'organiser. Et puis peut-être que le prochain invité du Meetup, ça sera moi-même. Désolé, je vais essayer de monter la voix, vu que le micro déconne un peu. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous voulez parler de fierté, dans tout ce que vous avez cité comme entreprise, dans tout ce que vous faites de tous les jours, quelle est votre fierté aujourd'hui dans ces entreprises que vous avez montées? Vous savez, c'est une question un peu difficile. Pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un d'extrêmement exigeante envers elle-même. Je n'ai pas encore le sentiment d'avoir atteint mes objectifs. Donc, ce qui fait que c'est toujours un peu difficile de venir dire je suis très fière de X ou de fière de Y. Non. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous commencez à monter, c'est plus facile de tomber de là-haut. Et puis, des coups durs me sont arrivés dans mon parcours. Donc, on a tout fait. J'ai été victime de délation, j'ai été victime on a tout essayé. Je veux dire, on m'a envoyé les impôts, on m'a salé, enfin, j'ai tout vu, si vous voulez. Donc, à un moment donné, ma plus grande fierté, peut-être, c'est d'être toujours debout. Vous comprenez? Je crois que c'est ça, peut-être, ma plus grande fierté en disant. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés qu'il y aura, the end of the day, je suis debout. Dieu gère. Donc, le reste. Je m'en occupe pas. Alors, où est-ce que vous tirez votre source de motivation? Des dieux. J'ai envie de dire, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a son âme très charismatique. Donc, comme j'aime bien dire, c'est pas écrit sur le visage, hein, les gens qui prient, mais j'ai une foi inébranlable en Dieu. Et je me tire. Parce que, comme vous dites, c'est comme si j'ai signé un pacte avec lui en lui disant je viens de loin, je sais d'où je viens, je ne suis peut-être pas la fille d'eux. Mais mon nom sera obligatoirement écrit. J'ai pas le choix, il faut absolument que je le fasse. J'ai envie d'aller encore plus loin par rapport à l'entrepreneuriat. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont cette passion-là. On dira peut-être que c'est la conjoncture qui emmène les gens à créer leur propre business 2 ans, 3 ans après ces entreprises-là. Mais ces jeunes-là ont envie de continuer parce que, bon, il y a d'autres pour eux, c'est par passion. Mais ils ne sont pas forcément encouragés, conseillés. Et c'est sûr que dans cette salle, il y a ces jeunes-là. Et si vous devez vous adresser à ces jeunes-là, quels sont les mots que vous pourriez éventuellement avancer pour qu'ils puissent tenir dans leur business? Vous savez, je vais peut-être décevoir en fait beaucoup, avant de parler de quels sont les mots de motivation qu'on va donner aux uns aux autres. Vous savez, il y a un exercice qui est important. Et je sais qu'il y a des jeunes qui viennent me voir. Quand je commence, les gens sont découragés, les gens sont bons. Mais je me dis, si vous êtes découragé, ça veut dire que vous n'étiez pas prêt. Honnêtement, parce que je suis quelqu'un qui ne... Je ne veux pas venir mentir pour faire des grands discours comme on aime bien faire. J'ai commencé avec 100 francs, j'ai fait X. Excusez-moi mon langage, c'est du bullshit. Je veux dire, quand on me dit qu'il y a un jeune qui est motivé, que 2 ans, 3 ans il a laissé, non, c'est pas vrai. Pourquoi il a créé une entreprise? Il a créé une entreprise pour se dire, parce que regardez LinkedIn, il y a beaucoup de CEO de cabines de téléphone. CEO, ça veut dire quoi? Les gens créent des entreprises pour se faire plaisir parce que ça fait chic de dire je suis entrepreneur. Ou alors, on n'a pas forcément cherché beaucoup d'emplois, mais on dit non, je n'ai pas trouvé du boulot, non, je trouve que la voie de l'entrepreneuriat est comme un échappatoire. Et j'entends des gens me dire non, mais depuis là, je cherche du travail, ça ne va pas. Je demande à des personnes envoie-moi ton CV. C'est bourré de fautes d'orthographe. Excusez-moi, vous allez chercher du travail là comment? Je suis désolée, à un moment donné, apprenons à nous dire la vérité. Quand vous voulez aller quelque part, vous voulez mettre un pas en avant, soyez exigeant avec vous-même. On ne peut pas, par exemple, utiliser une plateforme en disant vous avez le droit de postuler, vous envoyez un message en disant
chérie Coco, tu peux m'appeler, j'ai chef travail. Ah, je suis désolée. Donc, ce jeune qui me dit, j'ai essayé de créer mon entreprise depuis 2 ans, depuis 3 ans, ça ne fonctionne pas, mais on va repartir sur les fondamentaux. Pourquoi il a créé? Quel est le besoin qu'il a identifié ou quelle est l'innovation qu'il pense apporter au service existant? Pourquoi il a créé son entreprise? Je vois beaucoup de personnes, par exemple, aujourd'hui, le wax c'est à la mode. Tout le monde crée beaucoup de choses sur tout ce qui tourne autour du pain. C'est très bien. Mais vous êtes 40 000 à faire la même chose. Quelle est l'innovation que vous apportez qui fait que je monte, je descends, je suis obligé d'aller chez vous? Nana Wax est un excellent exemple. Quelle est la différence? Il y en a plein. Donc le jeune en question qui me dit, ça fait 2 ans, 3 ans que j'essaie de créer une entreprise, enfin que j'ai créé mon entreprise, ça ne marche pas, je suis passionnée. J'ai envie de lui dire, ta passion, elle vient m'expliquer. Remettons les bases. Quel est le service que tu proposes? Comment tu le vends? Est-ce que tu t'es levé à un moment donné et tu t'es dit, ah moi j'ai envie de vendre, tant, je pense que ça va marcher. Ou bien j'ouvre ma boutique de vêtements. Mais le B.A.-ba, prenons l'exemple d'une boutique de vêtements. Le B.A.-ba, avant de choisir le local, vous vous arrêtez devant le local que vous voulez prendre. Vous regardez les gens passer devant vous. Combien de personnes vous regardent? Comptez le nombre de personnes qui passent. Ça vous déterminera le nombre de personnes qui sont susceptibles de voir vos articles ou de voir votre vitrine. Donc les jeunes en question qui me disent, oui, ok, je suis en train de créer, ou bien j'ai créé depuis 2 ans, je vais te demander quel est le service que tu as créé. Je veux faire de l'informatique, ou bien, ok, d'accord. Tu as identifié le nombre d'entreprises qui en ont besoin? Une PME, c'est difficile pour une PME. Quand quelqu'un me dit, j'ai un service informatique, je vais créer un serveur, mais la PME là, il y en a combien qui déclarent leurs employés? Pour dire qu'ils vont venir payer, qu'elles vont venir payer, pardon, un service, par exemple, d'informatique à tel prix. Donc, le produit que vous avez créé, à qui s'adresse-t-il? Quelle est votre cible? Comment vous l'avez identifié, votre cible? Donc, avant qu'on ne parle de quel est le conseil qu'on donne, reprenons les bases. Pourquoi vous créez votre entreprise? Quand vous avez identifié votre besoin, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez balisé les contours pour déterminer, ok, par rapport à l'entreprise, au service que je veux proposer, voici les personnes à qui je vais m'adresser. Voici comment je suis capable de les atteindre. Voilà les... Et c'est comme ça qu'on commence. Et on ne commence pas avec forcément 1 million, sauf si vous êtes dans les mines. Ça dépend des services. Tous les services ne se lancent pas avec beaucoup d'argent. Il y a des services qui se lancent avec peu, mais à un moment donné, vous avez quand même besoin d'un minimum. On se comprend. C'est comme par exemple, on parle dans l'entrepreneuriat, on dit oui, mais j'ai créé mon entreprise, mais il n'y a pas d'aide. Excusez-moi. Là encore, je prends le contre-pied des choses. Si vous-même, vous n'êtes pas capable d'investir dans un produit que vous lancez, pourquoi vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui investisse son argent? À quel titre? Je suis désolée. Vous créez une entreprise. Donc, ok, il y a du love money, l'argent des proches, ainsi de suite. Mais vous-même, vous n'avez pas mis d'argent, vous n'avez pas mis votre trip. Et vous voulez qu'il y ait quelqu'un, une banque en plus, dont le métier est de gagner de l'argent, qui va investir. Il faut arrêter de se mentir. Donc je suis désolée, je sais que ça va pas plaire peut-être à beaucoup de gens, mais je dis la vérité, c'est arrêtez de vous mentir. Nous-mêmes, on a créé depuis combien d'années, les banques, ils voient les mouvements sur votre compte, et puis avant de vous donner de l'argent, la banque, le gestionnaire vous regarde en disant Madame Traoré, vraiment, c'est question, on va regarder, on va étudier le dossier. Donc, il faut continuer à se battre. Ça va aller. Je pense qu'elle a ressorti des éléments qui sont assez importants dans la gestion des entreprises pour les jeunes. On a voulu mettre l'accent là-dessus. Pourquoi? Parce que on a parlé de conjoncture, hein, mais aujourd'hui, peut-être on dira 1 an, 2 ans, les jeunes commencent à prendre conscience. Parce qu'il y a de la formation, il y a des ONG qui aujourd'hui les accompagnent, pas forcément en matière de financement, mais comme je disais, par la formation, et ça commence à aller. Mais ils ont peut-être besoin de beaucoup plus. Connaissez-vous les statistiques par exemple, du nombre d'entreprises qui ferment? C'est 3 ans minimum. Oui, mais je veux dire, il y a 2 ans... C'est après 3 ans qu'on peut commencer à savoir si c'est viable. Tout à fait. Mais je veux dire, il y a 2 ans aujourd'hui, les entrepreneurs sont en train de se reprendre. Ils sont en train d'aller de l'avant, mais faute de marché, parce que ils sont... Faute de marché, là, ça veut dire quoi? Non, je vous explique. Les entrepreneurs nous disent, hein, ils nous disent, écoutez, on est allé sur un marché, j'y avais peut-être telle entreprise qui avait beaucoup plus d'expérience que moi,
Et moi, après, on me tasse d'avoir 2 ans d'expérience. Donc, et pourtant, cet entrepreneur a pu avoir la technique. Malheureusement, le marché ne lui est pas attribué. Ce sont des choses qui arrivent. Je veux dire, est-ce que ces éléments-là ne sont pas censés décourager l'entrepreneur? C'est qu'il n'est pas entrepreneur. Dans tous les cas, j'essaie de vous défendre, mais apparemment c'est compliqué. Donc vous avez entendu, vous n'êtes pas entrepreneur. Non, ce que je veux dire, vraiment, comme je dis encore une fois, excusez-moi de mon langage qui était cru, l'entrepreneur, là, c'est quelqu'un qui... Vous savez, je n'aime pas trop l'image, et j'aime bien ce que disait Gilles tout à l'heure. Je n'aime pas l'image qu'on renvoie de l'entrepreneuriat et de la facilité. Ça me fatigue. Surtout au début. Non, honnêtement, parce que c'est toute la vie, merci. Mais je veux dire, même prenez des grands groupes, je ne vais pas les citer, il y en a que vous avez reçus ici. Je suis désolée. L'entrepreneuriat, c'est une lutte de tous les jours. Ça vous demande de la persévérance. Et ça vous demande surtout d'avoir une valeur travail. C'est la première règle, c'est le travail. Deuxième règle, c'est le travail. Troisième règle, c'est le travail. Et si vous n'avez pas compris la 4e règle, repartez sur la règle 1, le travail. Et ensuite, on arrive avec la persévérance. Correct. J'aime bien l'image, par exemple, de la pointe. On vous dit, les pointes, on ne tape que sur les pointes qui sont droites. On ne tape pas sur une pointe qui est tordue, penchée, tout ce que vous voulez. Être entrepreneur, c'est faire face à des défis. Vous avez des gens, parce que vous voulez pas. Vous avez quand même des gens qui croient en l'aventure avec vous ou qui travaillent pour vous. Vous avez donc à charge des familles. On ne joue pas avec. Moi, j'aime bien dire aux entrepreneurs, je n'aime pas les entrepreneurs qui ne respectent pas leurs collaborateurs. Je n'aime pas les entrepreneurs qui ne respectent pas les droits de leurs collaborateurs. Quelqu'un travaille pour vous, c'est donnant-donnant. Mon degré d'exigence frise la folie, mais en échange. En plus, malheureusement ou heureusement, j'ai un nom connu, donc je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Déclarer ses employés, c'est le B à bas. Donc l'entrepreneur qui vient de dire, je n'ai pas eu de marché, il n'est pas entrepreneur. Parce que nous tous, on n'a pas eu de marché et puis on avance. Il y a des moments où vous êtes devant, attendez, j'ai des collaboratrices qui peuvent vous témoigner, on ne cite pas les contemporains. Nous, on se retrouve par exemple avec des entreprises qui vont vous dire, c'est bon, on a besoin du contrat. Vous savez, on fait tous des erreurs même au début, ou sur la base de, oh, je connais la personne. Donc, on va venir vous dire, non, vous inquiétez pas, c'est bon, vous avez le marché, mais vous n'avez pas reçu l'attribution du marché. Vous n'avez pas reçu votre bon de commande. Vous avez un mail qui va vous dire, par exemple, d'une grande entreprise, écoutez, c'est bon, on va commencer, vous pouvez lancer les activités. Et puis en plus, les grandes entreprises aiment que les autres les financent. Ils adorent que les entrepreneurs les financent. Ça, malheureusement, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez des gens qui vont vous faire saluer le lendemain. 2 jours après que vous ayez commencé, on vous dit non, pour une question de procédure. Comme vous n'avez pas le bon de commande, le marché est annulé, il est attribué à quelqu'un d'autre. Vous pensez que tout le monde l'a pas eu? Mais vous prenez, vous relevez, vous payez, vous dites c'est pas merci, c'est pas grave, c'est juste même mal des. Et puis la vie continue. Merci infiniment pour ces mots. On va essayer de mettre un peu l'accent sur la famille. Vous savez, quand on est entrepreneur aussi, vous allez tout de suite parler de famille. On dit généralement derrière un grand homme se cache une grande dame. Je veux dire, aujourd'hui, vous en tant que femme entrepreneur, avec toutes ces entreprises que vous gérez, comment vous arrivez à gérer la famille? Vous savez que c'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes. C'est incroyable. Hein, mesdames? Je me souviens avoir posé ces questions-là à tous ceux qui ne sont pas solidaires. Non mais sérieusement, on ne pose pas cette question aux hommes. C'est incroyable. Comment je fais pour gérer ma famille? Je ne comprends pas. Je comprends vraiment la question, donc je vais essayer d'y répondre. Je suis désolée, pour moi en fait, si vous voulez, j'ai ma famille. J'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi entrepreneur, donc on comprend tous les deux en fait ce que c'est, on communique, et puis il me comprend, il me soutient, et puis j'ai envie de dire, ma maison c'est ma maison, il n'y a pas l'entreprise qui prend le dessus, et puis le mari prend le... ou il est à côté, enfin, c'est comme quand vous partez travailler que vous revenez le soir. Vous gérez votre maison. Donc j'ai du mal à répondre à la question. Après ce sont les voyages, on n'a pas le temps, on n'est jamais là. Mais pourquoi? On n'a pas le temps, on n'est jamais là. Nous, on n'a pas le temps, nous, on voyage. Donc je ne comprends pas en fait. Nous, on voyage. Je suis sûr que vous comprenez. Vous faites comme ça.
gérer sa famille. Mais madame est là. C'est pour ça que je disais, vous comprenez, mais vous faites comme si vous ne comprenez pas. D'accord. En tout cas, c'est une question à laquelle je ne sais pas trop répondre, parce que moi, j'estime que mon couple n'est pas en déphasage par rapport à mes activités et on se soutient mutuellement. Il n'y a pas d'histoire de comment je fais pour gérer ma famille, je gère. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut partager aux femmes entrepreneurs qui sont confrontées. Elles sont confrontées parfois aussi à ces difficultés-là. Dans ce cas, ça veut dire que votre mari vous éteint et ne veut peut-être pas votre... Non, c'est de venir dire quelle est l'attitude à avoir quand on est confronté à ça. Vous êtes en train de vous enfoncer. Non. Moi, j'essaie de défendre tout le monde. Non, mais elle le vit, et puis on passe à autre chose. Et nous allons tout de suite donner la possibilité aussi à l'entreprise Ma Côte d'Ivoire de nous faire plaisir. On a vu des enfants tout à l'heure. Voilà. Ils vont venir nous montrer un peu leur savoir-faire. Voilà. C'est une marque ivoirienne qui a été conçue, je pense, il y a maintenant 2 ans. Et elle est un peu comme dans le style d'avant OBV. Voilà. Donc c'est une marque de vêtements. Voilà. Ce sont des enfants qui vont tout de suite nous faire quelques petits défilés pour nous démontrer un peu leur gamme de produits. Voilà. Ils sont tout mignons, on peut les acclamer. S'il vous plaît, le responsable de Ma Côte d'Ivoire, venez. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Alors, Ma Côte d'Ivoire a été créée depuis combien de temps? Ma Côte d'Ivoire, ça fait 2 ans que ça existe. Voilà, ça a été difficile. Voilà. Aujourd'hui, Ma Côte d'Ivoire a vu le jour et nous avons commencé à faire la promotion depuis juillet 2019. Tout de suite, Madame Traoré disait, quand vous voulez créer un business, il faut bien entendu voir le besoin. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'en Côte d'Ivoire ici, il y avait plusieurs concurrents, il y avait peut-être 10 000 personnes qui font la même chose? Ok, il faut dire que le projet Ma Côte d'Ivoire, d'abord Ma Côte d'Ivoire, c'est moi, Ma Côte d'Ivoire, c'est vous, Ma Côte d'Ivoire, c'est toutes ces personnes qui sont représentées dans cette salle. Ma Côte d'Ivoire, c'est bien vivre ensemble. Ma Côte d'Ivoire, en fait, en somme, c'est, je dirais, c'est Ma Côte d'Ivoire. C'est Ma Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, les enfants sont prêts. Mais si la régie n'est pas encore prête, bon, ils peuvent venir. Hein. Venez. Voilà. Regardez comment ils sont beaux. On peut en applaudissant. Voilà. Il est tout mignon. Il est bien habillé. Voilà. Tu pars de l'autre côté. Voilà. On va de l'autre côté. Choupi. Viens. Oh, tu es timide. Et c'est quelle collection? La collection Ivoire. La collection Ivoire. Ok. Voilà. On les raccompagne avec les applaudissements. Ils sont tout mignons, hein, les enfants. Ils sont tout mignons. Et ça aussi, c'est quelle collection? La collection Ivoire. La collection. Ok, c'est la collection Ivoire. Donc tout à l'heure, vous aurez la possibilité de voir ce que vous voulez. Vous avez combien de couleurs? Nous avons 4 couleurs. Okay. Nous avons l'orange, nous avons le noir, le blanc et le vert. D'accord. Donc le noir fait partie des couleurs de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, c'est une marque de produit. Ce n'est pas dans le cadre d'un truc national, c'est une marque de produit et ça passe sur plusieurs produits. Aujourd'hui, on a commencé avec le vêtement. Demain, ça sera peut-être sur la limonade ou d'autres choses. Voilà, donc c'est doucement, doucement. Merci. Donc vous avez un grand projet. C'est important. Voilà les enfants, c'est bon, c'est fini?
Les enfants sont magnifiques. Elle-même, elle ne pense même pas. Voilà. Le dernier passage des plus grands. Est-ce que c'est possible de savoir, on va pas dire le vrai prix, on va donner la planche. Il faut dire que le t-shirt riche, c'est le t-shirt tout à l'heure, c'est 15 000 francs. 15 000 francs. Je n'avais pas bien entendu. 15 000 francs. C'est pas cher, 15 000 francs. C'est pas cher, n'est-ce pas? Alors, ok, merci beaucoup. C'est bon? Merci, merci infiniment. Merci, monsieur. Oui, Richard. Voilà. Et oui. Vous pouvez nous suivre sur www.macodeivoire.net. Voilà, merci. Vous pouvez nous suivre sur le site internet www.macodeivoire.net. Merci. Super. Et tout. Vous savez, aujourd'hui, quand on échangeait avec Madame Traoré, elle a dit qu'elle s'est appuyée sur quelqu'un, notamment M. Fabrice Savignon, qui est son mentor. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai Pas dit entendu. de cette façon. Bon, reprenez s'il vous plaît, pour que je puisse répondre mon J'ai propos. juste dit en fait qu'il était un moment clé en me demandant d'écrire mon projet professionnel. C'est pas la même chose. D'accord. Mais qui est votre mentor? J'en ai plein, je me nourris d'expériences des uns et des autres. Moi, je n'identifie pas. Fabrice c'est partie des personnes, en tout cas, qui sont parmi mes mentors, mais je n'ai pas un mentor. Non. Je n'identifie pas à une personne en particulier. D'ailleurs, c'est choquant à dire, je n'ai même pas de modèle, par exemple. Donc, je pense que je me nourris des expériences, des uns des autres, des bonnes expériences, parce que chacun a son expérience. Je ne suis pas sûre que j'aurais pris les mêmes décisions ou posé les mêmes actes dans les mêmes situations. Si. Donc, en général, j'étudie les beaux parcours, je regarde ce qu'il y a à apprendre et je mets ce qu'il y a à laisser. Voilà. D'accord. Désolé. Merci encore pour la précision. Et nous avons ici M. Wilfried Assis, qui est le fondateur de Mentor Afro. Lui aussi a été un pur produit du mentorat. Nous allons le recevoir, il va nous parler de son concept et de ce qu'il est en train de poser comme action pour permettre aux jeunes de maintenant d'être accompagnés, d'être coachés par leurs dévanciers et pour leur permettre aussi de pouvoir avoir un parcours exceptionnel. Monsieur Wilfried Assis, sous vos ovations. Bonsoir, monsieur Assis. Merci, on applaudit. Hein. C'est un homme bien. C'est important. C'est important. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, Mentor Afro. D'accord, donc bonsoir à tous, bonsoir donc merci beaucoup Eric pour l'opportunité. Donc Mentor Afro, c'est une plateforme globale de mentorat, donc de mentoring ou mentorat, qui a pour vision de donner une image positive et excellente du noir dans le monde. Donc je crois que vous allez comprendre un peu plus quand je vais expliquer qui je suis, mon profil et ainsi de suite. Mais vraiment Eric, merci pour l'opportunité que tu crées avec Meetup, parce que ça permet vraiment d'apprendre les uns des autres. D'accord, moi je fais la cible ivoirienne, diplômé de l'ESCA, donc de l'Institut National Polytechnique. J'ai fini en 2008, et puis, vous savez, l'ESCA, en fait, on finit le cursus scolaire universitaire en Angleterre. Donc on a fini, on est revenu, et moi j'ai voulu avoir une carrière internationale. J'ai toujours pensé ça, depuis que moi j'étais plus petit. Et je me disais, en plus du diplôme d'ici, il fallait mettre un deuxième. Donc je suis retourné. Et je faisais des cours, des cours de langue dans la cité à l'université. Pendant ce temps, mes amis étaient enseignants ou bien ceux qui voulaient faire le marketing, ils étaient ailleurs. Et chaque fois, ils m'appelaient, me disaient quel salaire ils avaient. Mais bon, moi je faisais des cours de langue encore parce que je savais où je partais.
Il me disait, bon, écoute, t'es toujours avec un sac au dos et tout le reste, mais je savais où je partais. J'avais une vision de ma personne et tout le reste. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai mon stage qui est en bas là-bas, après je viens faire la soutenance. Et pourquoi j'ai voulu faire les cours d'anglais? Vous savez, à l'oral du BPC au bac, bon, j'étais bilingue pour moi, parce que j'ai toujours eu 18 et tout le reste. Mais arrivé là-bas, quand les Britanniques anglais parlaient, je comprenais. Voilà, c'est l'accent était ça me fatiguait. Donc j'ai vu que j'avais besoin de développement. Donc du coup j'ai fait, et puis après, le groupe Unilever qui a lancé un programme, Jeunes Diplômés à fort potentiel. Un programme hyper corsé, c'est comme ça que je passe le test. Et c'est un programme qui allait me permettre d'avoir une carrière internationale. Donc du coup, je passe le test, je suis retenu. Donc on était 37 à être retenus sur 30 000 candidatures en Afrique. Bon, programme à fort potentiel, on a été jugé pas forcément sur les diplômes ou quoi que ce soit, mais vraiment sur l'intelligence émotionnelle qu'on avait. Voilà, donc l'expérience de la vie, on peut dire. Voilà, aussi jeune, on a pu rentrer dans le truc. Donc, je fais 2 ans à Abidjan au marketing, et après, je suis qualifié pour l'excellence internationale. Je vais en Afrique du Sud, à la base de 7 mois. Donc, après 3 mois, mon boss de là-bas, le directeur marketing, qui a voulu me garder, et puis bon, aussi, la dame qui était à Abidjan voulait que je revienne. Donc, j'ai eu la grâce, en fait, d'être le sujet d'un conflit entre 2 directeurs qui voulaient me récupérer. Donc, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le vice-président marketing Afrique a dit, bon, écoutez, comme vous vous entendez pas, on part l'histoire, et puis, bon, on va gérer après. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le lundi après, moi, je reçois un call de Dubaï avec l'IP marketing qui dit, bon, depuis, on estime que tu es bon de façon opérationnelle, on veut transformer un peu, on veut renforcer un peu le côté stratégique. Donc c'est comme ça, il me récupère dans son équipe et il devient automatiquement mon patron. Donc moi j'étais cadre niveau 1 et lui était cadre niveau 4. Donc quelqu'un hyper stratégique, c'était le groupe du marketing institut. Le monsieur me déporte au Nigeria. Donc je lui déporte parce que c'était un endroit chaotique. Il a voulu me mettre dans un environnement hyper différent d'Abidjan ou bien de l'Afrique du Sud, j'étais à l'aise, pour vraiment faire ressortir de moi en tout cas quelque chose de très bien. Donc souvent il vient à Lagos, le monsieur me prend la main, on se retrouve à des réunions avec les directeurs et tout le reste. Il y a d'autres qui demandent, mais qu'est-ce que vous foutez ici? On dit, viens pas me prendre. Voilà. Donc ce monsieur est, bon c'est vrai, je suis jeune, j'ai 35 ans. Bon, j'ai connu un divorce très vite, je suis marié à 25 ans, et puis à 29 ans, voilà, c'est surtout un apprentissage. On apprend de tout ça. Voilà. Donc le mentor, qu'est-ce qu'il fait? Comment dire, donc le vice-président marketing, qu'est-ce qu'il fait? Pendant ce moment qui était difficile pour moi parce que t'es jeune dans l'Afrique du Sud, t'as pas la famille et puis bon, t'es en train de divorcer, j'avais 29 ans je crois. Le monsieur m'a donné un message et comme depuis ça le dit, c'est qu'il m'a dit, tu sais, tu as la possibilité face à cette situation de te laisser submerger par une énergie négative et puis rentrer dans la bien, plein de trucs. Et puis tu as l'autre option, c'est de te concentrer sur le travail. Voilà, et le conseil c'était que travail. Comme je le disais si bien, à tous les coups, ça ne peut que revenir vers toi de façon positive. Donc j'étais le gars qui poussait comme une machine. C'est quand même encore pour moi, au-delà d'un boss, parce que quelqu'un qui a un niveau 4, c'est carrément le modèle et tout le reste. Donc tous les matins quand les gens arrivent au travail, c'est moi mes mails, biscuits d'acide. Les gens disent, mais attends, qu'est-ce que je passe avec ce gars-là? Et donc j'ai bossé et après j'ai été nommé là-bas. Voilà, Regional Marketing Manager, où j'avais 19 pays que je devais gérer. Il faut donner que c'était un environnement où j'ai retrouvé des gens qui avaient fait des universités que je voulais faire comme ça avant. Mais moi j'ai eu ma nomination avant eux en fait. Voilà. Voilà, donc après j'ai fait ça 2 ans, et puis bon, étant en Afrique du Sud, j'entendais que la Côte d'Ivoire, les choses au prennent, les choses qui sont bien et tout ça, il faut revenir avec mon expérience. Donc j'ai été approché en même temps par le groupe Frisant Templan, qui produit le lèvre rouge, qui avait acheté une usine ici, l'usine d'Olam, qui était un concurrent. Donc ils avaient besoin de l'Afrique de l'Ouest et centrale d'un directeur marketing. C'était un poste pour moi qui était un step-up, donc je partais pour un poste plus grand, 2 fois la taille, comité des directions. J'avais trouvé des gens au comité des directions qui m'ont pris en entretien quand je rentrais chez lui, le bord, on était collés même. Mais vraiment avec de l'humilité, là c'est une deuxième valeur aussi qui est ressortie que je pouvais appuyer, c'est que j'arrivais à travailler avec des gens qui étaient avant des grands frères, et puis j'apprenais d'eux, bon, j'arrivais à rentrer dans les mailles et tout ça. Et voilà, on a mis le business en place en Afrique de l'Ouest, on a gagné pas mal de succès. Finalement, on a pu même gagner le fait que la Côte d'Ivoire abrite le siège Afrique
devant l'Afrique du Nord et tout le reste. Donc il y a beaucoup de succès. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a le groupe Trax voilà, qui m'a identifié. Parce que au-delà de ce job marketing, en fait, il y a des compétences aussi leadership que je me faisais ressortir. Parce que j'initiais Mentor Afro, donc en vue de donner une image positive excellente. Ouais, quand tu te retrouves à l'international et tout le reste, à tout le coup, tu vas sentir pourquoi est-ce que tu es noir en fait. Comme ça, il y a des coups que tu reçois ou bien il y a des choses pas trop nettes. Et en face de ça, en face de tes valeurs de travail, d'humilité, d'excellence et tout le reste, tu as d'autres frères noirs souvent qui n'ont pas aussi ces choses-là. Ça te frustre et tu dis, ou souvent ils n'ont pas la chance, n'ont pas eu la chance d'avoir ce type d'exposition. Et tu dis, mais attends, écoute, moi j'ai fait le programme jeune diplômé. Et quand j'ai pris l'entrepreneuriat, j'étais aussi parmi les top 30 managers. Donc j'ai pu profiter de programmes de développement, tu vois, world class et tout le reste. Mais et les autres, ils deviennent quoi? Voilà, qu'est-ce qu'ils sont parlés? Donc il faut que nous on retourne vers ces gens. Il faut créer une plateforme où on peut partager nos expériences et nos connaissances avec les moins expérimentés, afin que les gens aient le bon état d'esprit. Voilà, donc c'est là que je viens avec le mentoring, tu vois, parce que j'ai été un peu produit du mentoring avec ce groupe que j'ai suivi. Comme depuis ça l'a dit, bon, j'ai peut-être la personne à qui je parle. Je vais rajouter les différents. Bien sûr. Voilà, donc des gens à qui je parle, et je vais dire tout ce que j'ai pu réaliser, c'est pas moi-même. Bon, je vois des jeunes personnes dans la salle, c'est pas l'intelligence qui te permet de réussir un job et puis réussir ta carrière, non, c'est pas ça. C'est la sagesse et l'expérience que tu obtiens des anciens. Voilà, parce que quand tu sors de l'école, tu es diplômé, bon, on va dire, ouais, tu as fait SK, anti-position intelligente, tout ça, non, pas du tout, ça ne peut pas t'envoyer nulle part. Tu vois, tu as besoin d'intelligence émotionnelle, ça ne s'apprend pas à l'école. D'accord. Et ainsi de suite. Donc voici un peu la chose. Si tu as des questions, je peux répondre. Oui, je vais demander quelles sont les conditions pour éventuellement appartenir au mentoring. Donc c'est une plateforme globale, on essaie de pallier tout, et les valeurs qu'on a, c'est qu'on veut qu'on puisse, je vais dire, revaloriser notre culture noire en fait. On est noir, il faut qu'on aime, il faut qu'on adore notre couleur. Je voulais le dire en anglais. Oui, parce que l'anglo-saxon, ça m'a bien. Je peux le dire, mais je pense qu'il y a des gens qui sont venus. Non, on va pas en passer, pas compliqué les choses. Donc le truc c'est que vous faites black, donc vous faites noir. Il faut avoir envie, je vais dire, la première valeur qu'on a, c'est de lancer l'entraide. Avoir envie de réduire l'autre. On ne va pas venir ressasser ici les problèmes que nous avons, la jalousie, l'hypocrisie ou tout ça. On est à ce stade. Nous, on ne parle pas au gouvernement, on veut parler aux individus. On veut pouvoir dire aux individus, écoute, trouve-toi un repère, il faut avoir un modèle. Voilà, trouve-toi des modèles, des gens qui, quand tu regardes, ils ont une vie qui paraît excellente, des gens qui véhiculent des valeurs de travail, d'intégrité, ainsi de suite. Et puis, être connecté à ces gens. Donc, du coup, faut être black. Bon, en tant que mentor, il ne faut pas être dans la politique, on ne veut pas avoir à faire la politique. Il faut dégager des valeurs, tu vois, il faut pouvoir inspirer, il faut pouvoir motiver. Donc je dirais un certain niveau de management quand même, tu vois, parce que tout le monde ne peut pas être mentor, il faut quelqu'un au moins qui peut regarder quelqu'un qui a une difficulté et puis pouvoir l'emmener à ressortir de ça, ainsi de suite. Donc ça c'est au niveau des mentors, mais pour être mentoré, tu as juste besoin d'être black et surtout d'avoir envie de te développer. Voilà. Et à ce jour, vous comptez combien de monde dans votre... Voilà, donc il faut dire qu'on n'a pas encore effectué le lancement officiel, parce que dans une plateforme globale, en ce moment on a une équipe qui travaille à Londres, un peu partout, on est en plein recrutement. Donc quelqu'un qui va s'approcher, bien sûr, on va pas répéter, on a déjà identifié tout le monde. Et voilà, mais c'est plein de membres. À terme, on veut que tous les plaques qu'on a dans le monde entier puissent rester. Et j'explique pourquoi. L'image qu'on a de nous, c'est une image qui est négative. Nous-mêmes, souvent, on n'a pas confiance en nous. Ok? Et il y a quelques gouttes d'eau, en fait, comme Tidiane, voilà, Saint-Bolt, en fait, on a des plaques qui arrivent au moins à donner une image un peu bien. Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, Obama, il était président aux États-Unis. Combien de noirs ont pu être présidents dans les pays de blancs? Il n'y a rien qui a créé ça. Tu vois? Donc il faut que nous, on puisse avoir un système d'entraide où on relève les autres, en fait. Ok. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Je pense que toutes ces personnes qui sont présentes dans cette salle, après ce meet-up, échangeront avec toi pour apprendre davantage et voir dans quelle mesure pourrait être, pourquoi pas, mentoré.
Voilà, au mentor aussi. Voilà, merci. Merci. Voilà, sous vos ovations, nous allons permettre Wilfried, s'il te plaît, tu peux remettre le micro à Madame Traoré. Merci. Voilà. Merci. Merci. Tu as là dans le corps. Merci. Merci infiniment. Merci d'applaudir. Hein. Merci d'applaudir. Voilà. Nous allons passer à notre deuxième partie, un peu décalée. Hein, ce ne sera pas les questions trop professionnelles. Voilà. On va sortir un peu. Peut-être que... Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai le droit de prendre un joker, donc je vais écouter. Il y a une de vos collaboratrices qui nous a dit que vous savez chanter. C'est une blague. Je pense qu'elles sont bon, elle n'est pas là, en fait. Elle n'est pas parmi celles moi, qui je sais sont chanter Scrapo Jazz, excellent. Voilà, et donc elle nous a dit que vous savez chanter la chanson de Baïs Pinto. Merci aussi. Donc vous avez le micro, le public est là, sous vos ovations. Vous avez déjà entendu les crapauds chanter? C'est justement ce que vous voulez entendre, non? Voilà. Et en plus, je ne connais même pas les paroles. Taxi soignant, nanana. C'est pas des mots. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Je pense que c'est ce qu'elle disait. Elle dit non, quand elle chante, elle a une voix suave. Non, je pense que c'est Ok. Voilà, deuxième question. Quel est votre plat préféré? Aïe, ok. Moi, j'ai pas de plat préféré. Vraiment, je suis désolée. Je suis une gourmande. J'adore manger. Je suis une vraie épicurienne dans tous les sens du terme. Donc, j'adore manger. La seule chose que je n'aime pas, c'est le gourmand frais. Tout le reste. Ça allait vraiment déplacer que je dise, mais on nous a dit que vous étiez. Dans tout le monde, je suis une vraie gourmande. Donc, j'adore manger. Il y a deux choses qui peuvent m'énerver, honnêtement, dans la vie. Hein. C'est mal manger, surtout si j'ai payé. Et la chaleur, c'est tout. Sinon, j'adore manger. Donc, un bon plat, je raffole devant une sauce grecque, une sauce vieux gosseux, un bon plat français, un plat japonais. Je m'émerveille devant la nourriture. C'est triste, hein, mais c'est un vrai défaut. Je suis désolée, mais je ne vais pas dire que j'ai un plat préféré parce que je suis une vraie gourmande. Donc, le samedi matin, je peux me taper un vrai garba, et puis les papilles, voilà quoi. Donc, j'ai pas de plat préféré. J'adore manger. Et lorsque vous arrivez au bureau, quel est votre premier geste? Après leur dire bonjour, je dis bonjour à tout le monde et qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Je dis bonjour, avant je faisais du café, j'ai une période et je suis dans mon bureau, je vais refaire ma to-do list et puis avant d'attaquer, ça dépend des jours. Super. Alors, dernière question, mais elle est vraiment décalée. C'est pas trop décalé. Le monsieur de la régie. Like, seriously? On va danser. Je comprends pas. Le monsieur de la régie, s'il te plaît, tu peux remettre la chanson, s'il te plaît? Parce qu'on nous a dit qu'elle adore cette chanson, la chanson de On Force Pas. Mais si vous voulez quelqu'un s'applaudissez là. Et ça, c'était le dernier message que j'ai reçu. Eric insiste là-dessus. C'est la partie qu'elle adore. Donc, et surtout, ne filmez pas. Non, honnêtement, je suis désolée, je sais pas le joker. C'est le joker. Oui, par exemple. Oui. Ok, pas de souci. Bon, c'était juste pour vous chariter. Merci. Voilà, c'était juste pour vous déranger. Comment? J'ai pas encore été en boîte pour apprendre la danse. Parce que je regarde pas la télé. Donc du coup, j'ai pas encore été dans un... Il faut que j'aille deux fois en boîte que je saurais danser là. Je veux voir avec Reine-Inès. Désolé. Je comprends pourquoi elle n'a pas bougé la tête. Reine-Inès, on va voir ensemble un jour, et puis on va la réinviter, et puis on va remettre la chanson de On Force Pas. Merci. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Vous avez entendu Madame Traoré s'exprimer sur son parcours, ses succès, ses échecs.
et sa vision aussi de l'entrepreneuriat. Vous avez certainement des questions pour elle. Alors, je vais prendre une série de 3 questions et après, nous allons lui laisser la possibilité de répondre et entamer une deuxième série. Alors, qui a une question pour Madame Traoré? Ne soyez pas timide. Hein. Avec tout ce que vous avez entendu. Hein. Madame, vous vous présentez et vous posez votre question. Bonjour, je suis Cynthia Gara. Je suis dans les énergies renouvelables. Ma question est, en tant que femme entrepreneur et ayant en face une femme qui est serial entrepreneur, j'aimerais savoir comment vous vous comportez par rapport aux situations de propositions indécentes. C'est vrai que la femme déjà devant un dossier d'un homme, on est déjà un peu défavorisé. Et généralement, ce sont des propositions indécentes, souvent ouvertes ou voilées. J'aimerais savoir comment vous vous y prenez, comment vous avez fait jusqu'à présent pour vous en sortir. Merci. Ce sera tout pour moi. Je réponds en même temps, j'attends le... Bon, la deuxième question. Ok. Une autre question? Bon, allez-y. Alors, merci Cynthia pour la question. Je vous décevoir, ça m'est jamais arrivé. Pardon? Je suis désolée, je vais vous décevoir, mais ça m'est jamais arrivé. Vous savez pourquoi? On dit, il disait tout à l'heure, l'anglais est plus chic, you gotta have the attitude. Quand vous arrivez quelque part, je ne sais pas comment vous allez faire pour essayer de faire une proposition. Et comme j'aime bien dire, je suis quelqu'un de très transparent. Je ne sais pas quel est le courage que vous allez prendre pour essayer de me faire une proposition qui est indécente, parce que vous allez aimer. Et comme vous savez que vous n'allez peut-être pas aimer ou aimer, en général on ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Tout dépend de comment vous vous vendez. Si vous vous vendez moins cher, on vous achète à crédit, on vous paye en monnaie de sage. Quand j'arrive dans une salle, je ne cherche pas à savoir qui est un homme, en réalité je ne cherche pas à savoir qui vous êtes. Qui que vous soyez, on me connaît pour ça. Mais que vous soyez un client, que vous soyez un fournisseur, dans toutes les entreprises où je suis passée, souvent vous savez quand vous êtes le fournisseur, vous mettez le client toujours un peu en avant. On a toujours tendance à se dire, ah c'est quand même le client. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vous donne un petit exemple pour bien répondre à votre question et arriver à la réponse. Nous avons rendez-vous à 11h. Je suis connue pour être quelqu'un d'extrêmement ponctuel. Qui que vous soyez. Je vous attends 15 minutes, c'est le quart d'heure nécessaire. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre argent, je m'en vais. Je vous dirai que j'ai un autre rendez-vous en fait qui lui ne peut pas attendre. Et je vais revenir, je vais reprendre ma voiture pour revenir. Mais c'est juste pour vous donner une leçon. Pour vous dire juste simplement que moi, je ne parle que de travail. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que moi je pars avec un background de Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, on a tendance en général à les négliger ou avoir une image. Donc j'ai construit mon image. Donc quand j'arrive dans une salle, je connais ma valeur travail. Donc il n'y a pas quelqu'un en face qui est capable de me faire une proposition de quelque autre que ce soit. C'est pas possible. S'il a des envies, elles sont très tues. Et pas assez voilées ou trop voilées, ce qui fait que je ne les vois pas. Mais ça m'est jamais arrivé. Parce que quand j'arrive dans une salle, vous oubliez même, on me connaît, je suis quelqu'un d'extrêmement grande gueule. Hein, donc professionnellement, je suis quelqu'un d'extrêmement difficile enfin je dis difficile, je ne vais pas dire difficile, je dis d'est. Mais on va dire que je suis extrêmement dur. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, comme je dis, je connais ma valeur travail. Si je vais quelque part, je connais mon travail. Donc, il n'y a pas de raison qu'on me fasse des propositions X ou Y. Ça m'est jamais arrivé. Honnêtement. Et si ça arrive à quelqu'un, par contre, le conseil que je donnais, apprenez à mettre les gens en n'ayez pas peur de perdre un contrat. Parce que, on pourra dire ce qu'on veut sur vous. Mais à la fin de la journée, votre valeur travail, on peut dire la fille, elle est grosse, elle est mince, elle est pas mal, elle fait tout ce que vous voulez. Votre travail, il n'y a rien à dire. S'il a besoin de vous, il va venir. Donc, qui que ce soit, qui ose même se dire, non, mais c'est-à-dire que, moi je dénonce. Hein. Et c'est ça qui m'a créé beaucoup de problèmes. Moi, vous me faites des propositions bizarres, je vous dénonce. Honnêtement, je suis connue pour ça. Et je suis tellement grande gueule que on dit que moi, là, quand on a des problèmes avec moi, je vais voir les patrons. En réalité, c'est pas vrai. Je règle le problème avec vous directement. Si vous insistez,
Et ça, c'est souvent sur des questions d'autre chose. C'est pas sur des questions, en fait, pas sur des questions d'ordre indécent comme dont vous parlez, mais sur tout autre sujet. On n'a pas de... Vous savez, souvent, par exemple, vous allez travailler avec des gens, non, il a dit que... Non, moi, tout est géré par mail. Hein, donc, les histoires de... On a dit que, c'est-à-dire qu'on va se souvenir, ça n'existe pas. Donc, votre façon de travailler, votre façon de vous positionner ou de vous définir, définit comment la personne en face travaille avec vous. Bonsoir Madame Traoré. C'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui à cet événement. Alors, je suis Miss Dakouri, Edith Dakouri, CEO d'une agence de voyage qui organise les séjours touristiques événementiels aussi, pour ne dire que ça. Alors, ma question, elle est, on va dire, d'ordre professionnel, oui, mais un peu poussée. J'aimerais bien savoir si vous arriverez avec votre programme assez chargé. Est-ce qu'il serait possible que vous soyez, on va dire, une sorte de mentor pour quelqu'un qui, je veux dire, je sais pas comment dire. Pour vous? Oui. Oui, parce que c'est quelque chose qui est pensé depuis longtemps, sachant que vous êtes quelque part dans mon secte, mais je n'ai jamais eu ce courage-là, je veux dire, de devenir sachant, je veux dire, vous m'avez toujours ouvert les bras, oui, mais je n'ai jamais tenté. Alors là, je pose mes cartes. Non, il y a quelque chose comme ça. Honnêtement, il n'y a aucun problème, Edith. En fait, je suis ouverte hein, et je fais déjà beaucoup de mentorat, il faut savoir. Je le fais également avec le programme, par exemple, Ayana. Et il y a d'autres personnes que je coach, que je suis. Donc je peux vous dire simplement, il n'y a aucun problème, Edith. En plus, on se connaît en plus. Comme il a dit, je connais bien Edith, c'est une amie à ma petite sœur. Donc c'est avec plaisir. On va gérer, comme on dit dans mon emploi du temps, on se comprend. Donc on va gérer en fait, mais il n'y a pas de problème. Ça me permet en même temps, Eric, si vous permettez, parce que je suis souvent sollicitée justement pour tout ce qui est mentorat. Vous savez pourquoi souvent il y a des choses qu'on refuse hein? Pour avoir un bon mentoring, il faut des bonnes menties. Vous avez des personnes qui viennent vous voir, mais qui elles-mêmes ne consacrent pas de temps. Vous établissez un programme en disant ok, vous avez tel projet, ce serait bien que vous travailliez sur X ou Y, Z. Au bout d'un mois, vous n'avez plus de nouvelles. Au bout de 2 mois, vous n'avez plus de nouvelles. 3 mois plus tard, on dit qu'il y a X ou il y a Y. Donc pour être un bon menti ou mentoré selon qu'on parle en français ou en anglais, ça demande aussi de la part du menti de la disponibilité, de la volonté. Parce que le mentorat, c'est du temps. On a tendance à le négliger, mais c'est vraiment beaucoup de temps qu'on accorde à l'autre. C'est prendre sur soi. Les seules choses que je refuse, par exemple, dans le mentorat, c'est quand j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire je veux monter une conciergerie de luxe, j'aimerais que vous soyez mon mentor. Non, je ne travaille pas avec des concurrents. Donc, c'est juste ça, mais c'est avec plaisir. Merci. Merci. Je suis... Il y a une question là aussi. Il y a une question devant? Ok. En attendant, les étudiants, je le disais tout à l'heure que leurs billets ont été offerts par Madame Traoré. Voilà, ils étaient tout contents. Donc tout à l'heure, je vais revenir vers eux pour leurs questions. C'est qui veut poser une question? C'est vous. Vous vous présentez, vous posez votre question. Bonsoir. Je suis Yannick Josadi, consultant digital, plus précisément dans le domaine du e-commerce. Ma question est la suivante. Madame Traoré, j'ai regardé une émission plutôt sur Internet où vous avez géré un événement sur, ici précisément, je ne sais pas c'était à quelle occasion, mais j'aimerais savoir comment vous avez pu gérer le stress parce que lors de l'émission, j'ai vu que vous avez dit que vous dormez pratiquement 45 minutes. J'aimerais savoir comment vous avez à gérer votre stress à travers tous ces contrats pour ces 5 entreprises. Que Dieu vous entende. J'aime bien quand vous dites tous les contrats, il faut que ça fait beaucoup. Le stress est un vrai motif en fait. Vous savez, on dit... C'est vrai en général, je suis meilleure sous stress, ce qui n'est pas positif, hein, parce que ça conduit aujourd'hui, il y a tout ce qui est burn-out, ainsi de suite. Donc ce sont des éléments sur lesquels je travaille. Le problème, en fait, c'est quand vous êtes guidé par un objectif. Vous voulez, vous ne voulez pas. L'événement va se tenir, on est d'accord.
Le client ne cherche pas à savoir si vous avez dormi, vous n'avez pas dormi, vous avez fait comment. C'est pas son problème. On est orienté résultat. Donc qu'on ait dormi ou pas dormi, on doit délivrer. Donc à un moment donné, vous savez que votre réputation, elle passe par là. Vous n'allez pas dormir. Vous allez vous gaver de café, encore que moi le café me fait dormir. Donc vous allez boire beaucoup de lait, vous allez faire ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de le faire. Donc à un moment donné, vous êtes guidé aussi par la passion qui vous anime à bien faire les choses. Parce que comme c'est à la dernière minute, et puis le stress, il y a du bon stress aussi, hein, qui est une forme d'adrénaline qui vous prend aux tripes et qui vous dit oh, ça va aller. On en panique tous, il y en a qui sont derrière vous, hein, les collaboratrices. Justement, quand on organisait l'événement ici, quand c'est comme ça, on prend nos quartiers en même temps. Tout le monde dort ici, il n'y a pas d'histoire de jeter dans l'embouteillage, jeter dans X. On élimine en tout cas tout ce qui est mauvais stress pour se concentrer sur ce qui est bon stress. Parce que vous le vouliez ou pas, comme il disait Gélias tout à l'heure, quand Eric parlait, il y a le trac. On le veut pas, le stress, il vous nourrit quand même, quelque part, pour réaliser aussi toutes les missions que vous avez à réaliser. Vous n'avez pas le choix. Donc comment je fais? Je pense que je suis juste animée par la passion et par l'envie de bien faire et de toujours bien faire mon travail. Donc après, qu'est-ce que ça me demande comme sacrifice? C'est pas important. Je vais gérer après. Donc... Tu as raison, dans la chose pour laquelle tu lèves tous les matins, qui te tient, qui, tu vois, avec ce charisme, cette allure-là et tout ça, cette rigueur et tout, quelle est la chose que tu as? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit en fait que je suis quelqu'un qui a une foi en la Dieu, première chose. Et parce que je suis surtout convaincue depuis plus jeune que je dois absolument écrire mon nom dans l'histoire. Comment est-ce que je vais y arriver? Je suis encore morte, hein. Je crois tout ce qu'on veut, mais c'est ça mon projet en fait. Je sais où je vais et je pense qu'avec lui je vais y arriver. Mon objectif c'est de me dire, on peut ne pas être la fille d'eux et puis écrire son nom dans l'histoire. Donc ce qui me motive tous les matins quand je me lève, je dis ma chérie, tu vas l'écrire, il ne faut pas oublier de dormir. Bonsoir Madame Traoré, moi c'est Mademoiselle Nguessan Nadine, je suis dans le domaine bancaire. Je voulais juste vous poser une question parce que, en tout cas, on vous voit une femme extrêmement brillante, c'est impressionnant. Je voulais savoir votre attitude vis-à-vis de l'échec, parce que je pense que ça fait partie de la vie également et on a vraiment besoin de vos conseils pour cette étape. Très belle question. Vous savez, on a parlé de Dieu tout à l'heure. S'il y a des gens qui ne sont pas croyants, tant pis pour eux. Moi, je parle de ce que je connais. On veut pas, l'échec, ça fait mal. Ça vous met dans des situations, je veux dire, j'en ai connu des moments de grand désespoir, j'ai envie de dire, dans ma vie personnelle. Moi, je suis restée par exemple 3 ans célibataire, je ne voulais absolument pas sortir avec X ou Y, parce que je n'avais pas envie d'avoir mon nom sur les palmarès. Et je me suis concentrée sur mon travail. Je ne vivais que par mon travail. Donc, ce qui fait que c'est la seule chose que je n'accepte pas comment je fais ça, qu'on piétine, on dira. L'échec fait partie de nous. L'échec aussi bien sentimental, l'échec professionnel, ça fait partie de nous. Votre capacité à vous relever fera la différence. Mais pour se relever, c'est un peu facile de dire, c'est trop des discours, comme on dit, on lit partout. Oui, bon, quand il y a un échec, c'est facile de se relever. Non, les gens mentent. Quand on est dedans, là, on ne sait pas qu'on va se relever, c'est quand on a fini de se relever qu'on se rend compte de ce par quoi on est passé, n'est-ce pas? Mais ce qui vous permet de tenir, honnêtement, c'est quand vous avez foi et que vous vous dites, il n'y a aucune épreuve que vous n'êtes pas capable de supporter. Dieu le donne ces grands combats que c'est meilleur sauteur. Voilà. Donc si vous le prenez comme ça en vous disant, ce qui vous arrive de mauvais est une leçon, et que dans tous les cas, demain, ça va aller. Ça demande en fait un mental, ça vous demande beaucoup d'humilité aussi, parce que souvent on n'apprend pas de ses échecs. Souvent il faut, moi-même a appris une chose en 2004, c'était l'épreuve de la feuille blanche. Quand une situation vous arrive, ou quand vous êtes face à une situation, vous vous posez des questions ou whatever, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez les bons côtés, les mauvais côtés. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? La feuille blanche, vous ne vous mentez pas. Quand vous êtes face à votre miroir, que vous ne vous mentez pas à vous-même, elle vous dit la vérité. Et elle vous permet justement de vous dire, mais toi-même tu sais pourquoi tu échoues. Toi-même tu sais que là. Parce que vous savez, souvent, on a tous un sixième sens. Je suis désolée de parler de religion, mais l'Esprit Saint, il parle à tout le monde. Vous comprenez? Vous savez, vous arrivez souvent dans des situations où vous savez que c'est pas bon. Mais vous insistez. Parce que vous n'écoutez pas cette petite voix.
Mais vous deviez passer par là, parce que vous devez apprendre quelque chose. Donc c'est pas grave. Donc comment je fais face à l'échec? Je m'accroche à lui. Point. Je suis pas la go qui va tous les jours à l'église, c'est pas moi. Donc faut pas que je vous fasse des grands discours ou que j'essaie de vous mentir. Mais honnêtement, vous devez juste vous demander et puiser la force en vous et vous appuyer sur les bonnes personnes. Parce que souvent vous pouvez ne pas y arriver seul. Donc quelle est cette personne-là? Une amie, une sœur, un parent qui est capable de vous dire ça va aller. Et son ça va aller résonne comme un je vous mets de l'essence pour vous relever. Donc c'est juste, situation face à l'échec, c'est de se dire on veut, on ne veut pas, on est déjà né. Donc ça va passer. Voilà. Merci infiniment. Une autre question? Bonsoir Madame Traoré, bonsoir tout le monde. Je suis Mademoiselle Sarah Tiamela. Je suis étudiante en expertise comptable et à côté je suis une brouilleuse comme j'aime le dire. Parce que je suis un peu de tout, comme vous l'avez dit, j'aime tout ce qui est opportunité. Quand il y a des campagnes, je fais des petits choses de campagne, quand il y a des choses à faire, je fais tout pour avoir de quoi payer mes études et tout. La question elle rejoint un peu la question de la dame qui a parlé tout à l'heure. J'aimerais savoir qu'est-ce qui étaient vos plus gros échecs et quelle était votre plus belle réussite en tant qu'entrepreneur? Je crois que j'ai répondu un peu quand même. Quand je parlais de réussite, vous savez, moi pour moi, quand je gagne une petite victoire, je fête. Non, vous savez, parce qu'on n'est pas assez, on ne fait pas assez preuve de gratitude pour les petites choses. Moi, une petite victoire, un petit contrat de 100 000, mais je fête. Non, je suis sérieuse en plus. Quand il y a quelque chose qui rentre, toute petite victoire, pour moi, est une grande victoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je viens de loin. Donc en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma plus belle réussite, c'est d'être debout. Parce qu'il m'est arrivé quand même trop de choses, il y a plein de choses qu'on a vues dans la presse, on a tout essayé. Comme je dis, à the end of the day, je suis debout, je suis assise en train de venir vous parler. Ça, c'est ma plus grande victoire. Vous comprenez? Donc mes plus grands échecs, je crois que j'en ai parlé, j'en ai eu plein, comme n'importe quel être humain. Mais simplement, je n'en fais pas. Comment? Voilà. Vous comprenez? Je veux dire, c'est quand vous vous apitoyez sur le négatif, vous n'avancez pas. Vous comprenez? Après, est-ce que c'est peut-être l'âge aussi qui fait mes expériences? Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement. On me connaît comme quelqu'un. Le monsieur parlait tout à l'heure de stress. Mais ceux qui me connaissent au quotidien vous diront on a toujours l'impression que je ne suis jamais stressée. Pourquoi? Ma phrase, là, je vous assure, c'est une phrase terre à terre, tout le monde est déjà né. Donc on va avancer. Vous comprenez? Donc je veux dire, je ne veux pas parler de plus gros échecs parce que pour moi, à la limite, c'était des échecs, ok, oui, ils sont derrière moi. Il y en aura encore des plus grands devant. Mais je ne m'attarde pas dessus, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on ne s'entoure que d'ondes positives. Et quand vous pratiquez en plus la gratitude pour les plus petites choses, je vous assure que vous vivez heureux. C'est le secret. Non, j'ai pas eu telle chose, ça vraiment ça me fait. Non, c'est pas grave, c'est que tu n'as pas voulu, et puis la vie continue. Point. Vous restez, soyez content de toutes petites choses. Vous voyez, les gens commencent à poser la question justement des grandes victoires. C'est quoi une grande victoire? Expliquez-moi. Vous pouvez avoir un marché de 100 millions, mais vous gagnez 20 millions dessus. C'est une grande victoire. Tout comme vous pouvez avoir un marché de 50 millions, puis votre bénéfice est de 25 millions. Quelle est la grande victoire par rapport à quoi? Elle se caractérise par rapport à quoi? Une grande victoire, ça peut être, vous avez eu un parent malade qui a réussi à vaincre la maladie, c'est une grande victoire. Et moi, la grande victoire, c'est de me lever tous les matins et de respirer, et puis de venir m'asseoir devant vous ici, vous venir parler. Ça, c'est une grande victoire. Vous comprenez? Merci. Merci pour ces mots. Alors, nous avons une question ici. C'est qui parmi vous? C'est vous. Voilà, ce sont les étudiants d'Agitel Formation. Voilà. Bonsoir madame. Je suis Cyril Goupou-Romari, étudiant à Agitel Formation. D'abord, on vous remercie pour les tickets parce qu'on a appris que c'est vous qui nous les avez fait. Merci madame. Ensuite, ma question est la suivante, c'est vous en tant que, disons, responsable, en tant que leader pour nous, vous êtes directrice d'entreprise, disons, ou vous êtes responsable de plus ou moins de bon nombre de personnes.
comment vous arrivez à gérer? Parce que je me dis que être chef d'entreprise, ça revient à gérer un tas de personnes, les humeurs de personnes et les attitudes des gens aussi. Je me demande comment vous arrivez à gérer toutes ces humeurs, en plus les vôtres. Comment vous arrivez à gérer ces humeurs? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'aime bien la fin en plus de mes humeurs. Écoutez, manager une entreprise on dit lead by example. Je crois que c'est la clé d'un bon management. Moi j'ai eu des managers exécrables, par exemple, qui étaient des pervers narcissiques, qui vous ont tout fait. Je me suis toujours juré de ne jamais reproduire ce genre de schéma. Ça ne m'intéresse pas. Les gens viennent travailler en fait du matin au soir, ils passent la plupart de leur temps au travail. Parce que le reste du temps, vous passez un peu de temps, vous rentrez à 18h30, vous tombez dans les embouteillages, 20h vous êtes chez vous, 2-3 heures après vous dormez, tout le reste du temps vous dormez. Donc vous passez le plus clair de votre temps au travail. C'est de ma responsabilité de dirigeant de m'assurer d'avoir un cadre qui soit agréable pour améliorer la productivité de mes collaborateurs. Donc ma façon de manager, je traite les gens comme j'aimerais qu'on me traite. Chez moi, les gens parlent librement, il y en a qui sont là, hein, que j'adore charrier. Il y a une qui est là, que on appelle Carla Dadier de l'agence, que je vais citer. Elles sont là, elles peuvent vous dire, elles peuvent témoigner. Je suis pas de. Chez nous, on parle, on discute, il n'y a pas d'histoire de. Je crois que je me comprends d'ailleurs un peu trop avec elles comme leur grande sœur, donc souvent je leur rappelle que je suis leur patronne. C'est le problème quand vous embauchez que des femmes. Vous devez gérer les humeurs des femmes, vous comprenez. Mais chacune a compris également, je leur dis toujours, c'est très difficile de travailler entre femmes. Mais vous devez toujours comprendre en fait que nous avons un seul objectif qui nous commun, c'est ce pourquoi nous sommes ici. Donc à la fin, je traite les gens avec respect. J'ai toujours traité les gens avec respect. Je fais pas de grosses colères. Il paraît que j'en ai fait une il y a quelque temps en décembre. Vous dites mais ça avait un peu fait n'importe quoi, on dira. Mais honnêtement, c'est la façon de gérer les gens. On dit lead by example. Je crois que c'est vous managez par l'exemple. Donc je ne fais pas, comme je dis, je suis très polie, je suis quelqu'un d'extrêmement poli, je n'ai pas un mot de trop, je ne suis pas dans les... Vous savez, il y a beaucoup de patrons, par exemple, qui pensent que pour être patron, il faut insulter les collaborateurs, il faut crier. Non, la meilleure des autorités, c'est la compétence. Tout le reste, c'est du bavardage. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes le patron, parce que quand vous criez, ça c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Quand vous connaissez, vous connaissez. Donc, vous avez une autorité naturelle. Votre leadership est naturel. Donc je sais pas de... Mon mode de management est très participatif. Ce sont des réunions, je vais arriver, je vais charmer un peu tout le monde. Comme on dit, on a le chaud, le froid, mais je ne vais jamais avoir un mot de trop, parce que je n'aurais pas aimé que quelqu'un le fasse pour moi. Je n'ai pas aimé quand j'étais en entreprise, dans ma dernière entreprise, donc je ne le reproduis pas, tout simplement. La meilleure autorité, c'est là. J'ai rien entendu. La meilleure autorité, c'est là. Merci. Je pense que à travers ce mot-là, on va mettre fin à la série des questions-réponses. Il y a le groupe Sounou qui a bien voulu vous offrir un petit présent. C'est la nouvelle année. Et puis au Meetup Business, on est tous gentils ici. Donc Monsieur Gildas qui va... Voilà. Voilà. Donc, voilà. Sous les ovations, bien sûr. J'espère que le prochain invité du Meetup, ça sera bon. Voilà. C'est bon? Vous avez des vrais que vous vous mettez en face. Pardon. Voilà. Merci. Voilà. Merci.